Hello tout le monde, je suis Kevin Razier, vous êtes dans CKR, épisode 51, le podcast préféré de votre podcasteur préféré. Et trop content parce que c'est le grand retour de Monsieur Dr H parmi nous. Salut. Ça fait trop plaisir de te revoir. Pareil, sauf de venir à Paris. Sauf de revenir à Paris, j'imagine que tu dois dégoûter. De ouf. Trop content parce que ça fait longtemps que j'avais pas reçu un peu de monde là. J'étais un peu seul là ces derniers temps quand je streamais. On a notre réal, ça y est, les problèmes peuvent être gérés. Parce qu'on a notre réal de choc, ma chérie Gaëlle Canicagnan qui est derrière la caméra, qui est à la réal. Donc c'est bon, dès qu'il y a un problème, tout va bien. On est sauvés. Pour la plupart, on se dit bonjour, mais on a passé la journée ensemble sur Discord, je vous jure. Sur Discord, merci, vous êtes au taquet. Merci à Mourad Mokadem, le showrunner aussi, qui nous a concocté une petite émission. On va parler de l'eau nulle. Petite blague, mais en vrai, il y a beaucoup de choses à dire parce que avec ce qui se passe actuellement au Liban, le côté roulide d'Israël, ça va être intéressant d'analyser tout ça. Et en plus, Dr H est venu dans ses valises avec plein de livres. Et je sais que ça vous aimait. Donc en tout cas, merci pour la force, merci pour ceux qui nous soutiennent, que ce soit sur Tipeee, sur Paypal, et même pour ceux qui ont des sociétés. Là, on a eu notre premier don de société. D'ailleurs, je voudrais remercier, comme il se doit, Eraman. Vraiment, merci 1000 fois pour son soutien, voilà. Qui nous a envoyé un don via sa société, de société à société. Donc même ça, on peut le faire, si jamais vous avez envie. E2TS, voilà, big up. C'est notre premier soutien mécène, sponsor officiel, donc merci à toi. En plus, il a été très classe, il m'a dit sans contrepartie, je m'en fous, je veux juste aider parce que j'écoute, j'ai fait waouh, franchement c'est trop beau. Donc ça fait trop plaisir, comme d'habitude. On va commencer avec les petits... les petits reacts. Voilà, j'ai du mal. Les petits reacts concernant les derniers épisodes. Alors. Non, pas le Médé, pas tout de suite. Les réacts concernant le dernier épisode. Alors, on a eu en message sur YouTube Steelers974 qui nous dit « Félicitations pour votre émission. J'ai enfin remonté les 50 épisodes pourvu que ça dure. » Hey, ils sont chauds. Ils sont très chauds. Ils sont très chauds. Ah, ça, c'est pas facile. Oui, t'as rien raté, juste les réglages habituels du début, exactement. Ça me rappelle, tu sais, quand tu découvres une série ou un animé et que tu dis je vais rattraper les... Ouais, bah là, ça fait pareil, tu binges. Il y a D-Beast Collection qui dit « Merci Kevin et Dr H, je ne partage pas toutes vos positions politiques, mais vous créez un espace de débat-réflexion très riche en références culturelles qui fait du bien. Je pense que nous, Français, avons besoin de se parler, de réfléchir, de se connaître au-delà des étiquettes plutôt que de chercher où est le camp du bien. Et pour moi, vous contribuez à cette belle avancée. Bravo à vous, je continue à vous écouter. » Très bien dit. C'est stylé, hein. C'est très bien dit. Moi, j'aime bien, tu vois, les gens qui te disent je suis pas d'accord avec vous, mais voilà, c'est Tranks, ouais, voilà, c'est ça, Tranks. Ouais, genre, tranquille, hein. on peut vous écouter quand même, quoi. Ouais, voilà, c'est pas une secte. Exactement, c'est pas une secte, et franchement, nous, on est là et on adore débattre, surtout avec tout le monde. Alors oui, certes, il y a beaucoup de gens qui nous disent bah ouais, mais vous invitez personne, etc. Mais ça, c'est parce qu'on fait ce qu'on veut déjà. Règle de base. Ça, c'est le principe de base. Principe de base. Toujours. Principe de base. On fait ce qu'on veut déjà. Et puis, quand on sera dans des lieux neutres, on pourra inviter des gens différents. Parfaitement. Parce que là, on est à la maison, en vrai. C'est juste ça, ce que j'explique. C'est une safe place de ouf. On est juste avec la famille et Mani. Enfin, tu sais, imagine, on invite je sais pas, Charles Consigny, les Bad Vibes qui va arriver, ou Caroline Forest. Flemme de l'accueillir déjà. Ouais, c'est ça. Déjà. Grosse flemme. Ouais. Très grosse flemme. S'assoit sur tes chaises. Ouais, non. Je peux boire un truc. Faudra faire un exorcisme après, non. Ouais, c'est ça. Tu dois nettoyer toute la salle après. Tu dois nettoyer mettre de l'encens et tout. Du vinaigre blanc, tout. Vraiment, ouais. là, c'est... Donc, flemme. Donc, c'est normal, tu vois, qu'on va pas inviter tout le monde pour vous faire plaisir à ceux qui veulent voir de la contradiction. Voilà, c'est juste ça. Oui, déjà, la contradiction, ça garantit pas la qualité d'un débat. Et l'absence de contradiction n'implique pas non plus l'absence de débat de fond. Ouais, bien sûr, c'est ça. C'est un peu une chimère, ça, parce qu'on est trop sur le truc du clash. Ouais, voilà, c'est Il ça. faut de la contradiction. Ouais, c'est ça, non, c'est exactement. Et là, ça qui dit franchement, l'un des meilleurs podcasts, je suis libanais, c'est parfaitement représentatif de la réalité, bravo. Merci. Voilà. Ça va droit au cœur, ça fait trop plaisir. Thierry, j'avais déjà invité Émeric Caron. Thierry disait Émeric Caron, on a invité, mais c'était à l'époque de rendez-vous, parce que c'était un plateau neutre, voilà, c'est pour ça. Hippo Senchou qui dit 50 épisodes en moins d'1 an, vous régalez l'équipe. C'est vrai que j'avais pas capté. Bah ouais, on n'a pas fait, ouais, c'est ça. Et 50 épisodes officiels,
Oui. Mais il y a eu des hors-séries. Hein. Ah oui, il y a eu des hors-série. Hors-série. Donc, on est même à plus. En vérité, on est même à 54, je crois, plutôt. Parce qu'il y a eu des Yes Comments. Ouais, peut-être même plus, hein, je me demande. Il y a eu les solos, il y a peut-être 55. Ouais, franchement. Donc voilà, donc merci beaucoup. Bah, c'est vrai qu'on charbonne et ça c'est grâce à toute l'équipe, grâce à vos soutiens sur Tipeee, ça fait la différence, hein, faut pas se mentir. Ouais, les subs sur Twitch, tout ça en fait, tout ce que vous êtes en train de faire pour nous, ben voilà. Et ça nous oblige dans le bon sens du terme. Ouais, exactement. Sur Discord en plus vous êtes grave chaud. Et on en reparlera après parce que de dingo. Ouais, comme la Morgen à peine arrivée qu'elle est interdite cette pot de part. On va l'appeler comme ça notre futur. Bah Mani. Oui, hein, il veut taper Mani, dedans, c'est... Non, mais Mani, en fait, ça le saoule de pas... Ah non. Comment ça, sa patte? Ça le saoule de pas être le centre d'intérêt. Enlève ta patte, cousin. C'est pas pour toi, ça. Tu sais même pas manger, ça. Tu sais même pas ce que c'est. Tu sais pas ce que c'est. C'est pour ça qu'il est intrigué. Il dit, c'est quoi? C'est du... Non, il met sa main. C'est quoi? C'est ce que vous appelez des macroutes. C'est ce que vous appelez des miaou-croûtes. Et ouais, pousse ton derche, Mani. Ouais, les gens voient tes fesses, ça te dérange pas? Bon, nous, on continue, c'est pas grave, parce qu'il y a des gens qui nous écoutent en audio. Il y a Dean Artist qui dit « J'aime bien le podcast. Je le suis depuis quelques épisodes parce que je trouve les sujets abordés intéressants. » Et ça y est, qu'il lèche le fil maintenant, celui-là. Mais je n'arrivais pas à comprendre pourquoi quelque chose me gênait malgré tout. Ah, tiens, je viens de comprendre. Le passage sur Elon Musk. Ce podcast, et c'est peut-être son but, se place très peu du côté de l'analyse. Et on est surtout sur du ressenti. On évoque un sujet sur lequel on va juste réagir sans analyse. Je trouve ça un peu simpliste. Cette vision de Musk riche parce que gros bâtard et qui fait n'importe quoi. Regardez, oh lolo, on peut toujours voir les comptes par lesquels on est bloqué. Bon, c'est bien d'avoir vos réactions, mais derrière, vous êtes bien assez intelligent pour aller un peu plus loin dans la réflexion. En l'occurrence, quel est le premier réflexe d'une personne bloquée ? Créer un autre compte pour pouvoir avoir accès au post et publie de la page qui vient de la boucler. Non, déjà, moi, c'est pas mon réflexe. Si je suis bloqué, je vais pas créer d'autres comptes. J'ai que ça pas que ça à foutre. Mais bon, oui, possible, possiblement. Ouais. Depuis son arrivée chez Twitter, Musk combat les comptes fake, inactifs et bots. C'est juste dans le prolongement de sa stratégie. Putain, c'est sûr que c'est un mec qui bosse chez X qui a écrit. Maintenant que tu te fais bloquer, tu n'as plus d'intérêt à créer un autre compte. Je ne donne pas d'avis si je trouve ça bien ou non, mais on peut quand même analyser et pas caricaturer tout le temps. PRP. Il est tellement maléfique qu'il en est devenu riche. Ouais. D'accord. Ça partait bien. Ouais, ça part dans mon sentiment. Non, mais c'est bien sur la question de l'analyse. Non, oui, sur la question de l'analyse, tout ça, ça part bien, mais c'est juste que son explication, je la trouve pas éloquente ou édifiante, tu vois, parce que c'est faux, enfin... On s'amuse pas à créer des comptes quand on est bloqué. Ouais. En plus, elle se base c'est malhonnête de dire ça. Sur une hypothétique stratégie, etc. Ouais. Et je pense pas que ça corresponde à genre 90% des comptes fake actuellement. C'est parce que les gens voulaient observer autre chose. Enfin, je vais être honnête, je suis pas méga chaud moi pour le service après-vente des milliardaires et des... Ouais, voilà. Pour être honnête, hein, après il y a quelqu'un qui a mis c'est l'employé du mois chez Tesla. Voilà. Non mais c'est-à-dire que c'est ça. Et franchement, je vais dire la vérité. C'est même très gentil de notre part de ne pas encore l'accabler tout le temps en fait. C'est de passer notre temps parce que déjà on n'a vraiment pas que ça à faire. Mais, donc je parle d'Elon Musk et tout, mais par contre c'est bien, ça me pousse à réitérer. C'est un gros débile et tout mon respect pour les personnes déficientes mentales à qui on donne à tort ce qualificatif. C'est un incompétent absolu, d'accord, et qu'en fait cette mythologie de non il peut pas être incompétent parce qu'il est milliardaire. Bah, je peux rien faire pour vous. Vraiment, je peux vraiment absolument rien faire pour les gens qui croient ça, en fait. Parce que c'est toujours la mythologie. La performance fait la compétence fait la performance. Et à la fin, quand on veut, on peut. Voilà, c'est dit. Donc, non. Tout simplement, c'est un non négatif. C'est un non négatif. Bravo pour la 50e. Je suis pas tout le temps d'accord, mais j'aime vous écouter. Ça, c'est Yann et moi. Bah, décidément, ça fait plaisir. Bah oui. Dr H, chez nous, c'est pareil. S'il n'y a pas de viande, j'ai encore faim. C'est comme si tu n'as pas mangé. Qui dit Déodile Watt. Et Jabedon qui dit moi aussi j'étais en fan d'Headbanger et d'ailleurs c'est là que j'ai connu DJ Mehdi. En tout cas ce docu a bien marché, même ma mère m'en a parlé et il était incroyable ce docu. Ouais, vraiment. Et enfin dernier message de How2S qui dit incroyable les refs, vous êtes une régalade. Par contre Hamza, tu m'as pris mon pseudo, mais tu mérites. De quel Dr H? Bah, je sais pas, lui il s'appelle How2S, je sais pas, House. Peut-être. On saura pas. On sait pas. Oui. On saura pas. C'est rigolo. Mais ça fait plaisir, écoute. Bah ouais. Petite news HMD. La petite news, Hamdoulillah, celle qui fait plaisir, celle qui
qui permet de se dire, bon, il se passe quand même des choses un peu cool dans ce monde, alors que c'est quand même très compliqué de les trouver, du moins. Carrément, oui. Un chirurgien a opéré depuis Bordeaux un patient atteint d'une tumeur à Pékin. L'opération a été menée avec un succès grâce à un robot qui exécutait en Chine les mouvements du médecin basé en France avec un décalage de seulement 132 millisecondes. C'est West France qui est notre source. C'est incroyable, non ? Comme disent les gamers, je sais pas si c'est une expression qu'ils utilisent encore, ça lag pas, franchement c'est génial. Ah ouais, putain. Ça lag. Non, là, tu peux pas. Mais c'est ça qui est impressionnant. Ça dit beaucoup sur notre capacité. Ouais, et donc de communication permanente, c'est pas comme un stream. Ouais. De deux, la finesse de l'appareil. Tu vois, parce que j'ai entendu de toute façon. Oui, parce qu'on est sur de la précision d'orfèvre. Donc du coup, tu sais ce que ça veut dire. Parce que c'est pas un scoop par contre. C'est que du coup, c'est bien une commande, on va dire, informatique qui est envoyée au robot. Tu vois ? C'est ça en fait qui se passe. Donc dis-toi que si un protocole d'exécution d'une chirurgie archi délicate est parfaitement codifié par un algorithme et une IA, ben en fait, on pourra utiliser des robots pour opérer les gens. Ouais, on n'aura plus de chirurgien, t'es en train de dire. C'est très sérieux, hein. C'est très très sérieux. Ce qui est fou, comme je te dis, c'est qu'aux origines de la chirurgie en Occident, parce que c'était pas du tout le cas ailleurs, aux origines de la chirurgie, c'était les médecins ne s'interdisaient pas, et c'était les barbiers qui le faisaient. C'est pour ça que va apparaître ensuite, avec une longue pression, une revendication, le poste de chirurgien barbier. Ouais, chirurgien barbier. Alors moi, je savais que les barbiers, ils arrachaient les dents. Ouais, mais ils font tout en fait. Ils te soignent réellement en fait, parce qu'ils ont le droit de te toucher. Et souvent, ils ont appris sur le tard, en fait. Tu sais, à la fin, t'imagines, t'as 20 ans de métier de barbier. T'imagines le nombre de centaines de personnes qui viennent. À la fin, en fait, alors, c'est très empirique, c'est pas théorique, donc tu peux faire des conneries. Ouais. Mais généralement, tu sais que, tu sais, par exemple, tout bête, tu peux de la gueule, bon, t'as un truc c'est un truc infecté, ils savent pas ce que c'est, mais vaut mieux t'enlever ça parce que ça va être chaud et tout. Et ils faisaient pas mal de manipulations comme ça, et franchement, ça soignait les gens. Alors, des fois, c'est peut-être mal, hein, franchement, c'est vrai. Mais globalement, les stats, et puis ça va être prudent, en fait, ils soignaient vraiment les gens. Putain, c'est un truc de ouf. Ouais. Donc là, c'est drôle parce que ça va s'inverser. C'est-à-dire que t'as des chirurgiens qui ont des postes de fous, des salaires de malades, à qui on va dire « Ah, mais vous servez plus à rien !» Et là, ils vont retomber de 6 étages. Après, par contre, peut-être que du coup, on va revoir aussi les... Parce que tu vois, c'est quand même un numerus clausus, comme c'est un... Plus ou moins, parce que c'est un concours pour nous. Oui, voilà, ils disent qu'ils l'ont aboli, machin, mais en fait, compte, il y a toujours une certaine forme là-dessus. Ouais. Mais... Donc, encore une fois, c'est ça qu'on désigne par le transhumanisme, dans le sens très technique du terme. Extension de... Ouais, et que, en fait, quand une machine, par exemple pour la radiologie, c'est la même chose. La radiologie, c'est le traitement, en fait, de l'imagerie médicale par un spécialiste qui connaît globalement, mais de manière quand même plutôt précise, l'ensemble des affections et troubles physiologiques que tu peux avoir. Par exemple, je sais pas, une tumeur, une lésion, etc. Donc voilà, c'est ça un radiologue qui était dans le haut du panier des spécialistes, en termes de revenus. Sauf qu'il y a pas mal de ratés, c'est pas non plus un truc de fou. T'as des IA qui vont pouvoir le faire de manière parfaitement parfaite. Ouais. Et avec beaucoup plus de précision. Tu as vu normalement le cliché, là, tu sais, il arrive même à faire un truc mieux, l'IA, c'est qu'elle arrive à anticiper. C'est-à-dire qu'elle peut voir un truc qui est tout petit, que toi, au début, tu dis, ouais, on sait pas. L'IA va dire, ah si, on sait. Dans 2 ans, ça va faire une tumeur flippante. Je caricature un peu, mais sûr, tu vois. Donc les radiologues aussi, ciao les amis. Ah bah ouais, putain, j'avoue. Tu vois, c'est un truc de fou. Ouais, du moins, du coup, ils vont être redirigés vers autre chose. Fermier. Parce que ça fout le seum, la hiérarchie. Ah bah oui, quand on redescend, tu vois, c'est difficile. Non, moi, je vais pas me réjouir du fait que des gens qui aient fait des longues études, ils puissent être rétrogradés, mais que leur usage puisse servir à autre chose. Ouais. Bon, t'as fait des longues études, tu sais ce que c'est aussi. Non, bon, par contre, oui. Ça, c'est pas pareil. Quand tu fais des longues études de sociologie, c'est pas pour gagner les mêmes salaires. Déjà. Exactement. Ouais, c'est vrai que c'est pas... Ils exercent quasiment... Enfin, ils exercent quasiment au niveau du master. Ah bon ? Bah oui. C'est le truc d'interne. Quand t'es interne, c'est la 6e année, si je ne dis pas de bêtises. Ah, vous me direz. C'est la 6e année, la 6e année, c'est le lendemain du master. 8 ans d'études, Dr H, nous dit Sandes. Comment ? Pour toi, 8 ans d'études, t'as fait ? Supérieur ? Beaucoup plus. Oui, parce que la thèse a pris un peu plus de temps que prévu. Un peu plus de temps. La thèse, c'est elle toute seule 7 ans. Elle toute seule ? Oui, c'est 7 ans la thèse.
Et c'était la moyenne jusqu'à ma... Nous, je crois que je fais partie de la dernière génération où avant-dernière peut-être, où on autorisait de faire au-delà de 3 ans. Maintenant, ils ont tout bloqué, ce qui est une catastrophe en réalité. Ah ouais ? Ça veut pas dire que c'est bien de faire long. Hein. Vraiment, je suis pas non plus je suis pas un cinglé là-dessus. Parce que tu sais, t'as des taux d'abandon qui sont immenses, etc. Et tout. Mais la moyenne en sciences humaines, c'était 6 ans. La moyenne. Hein. D'accord. Donc tu vois, 7 ans, j'étais dans les clous. Ah ouais. Les historiens, ça va jusqu'à 10 ans, sauf que vraiment, quand c'est très long, tu te noies réellement. C'est très dur de sortir la tête de ton travail, de recherche. T'arrives plus tu vois plus. Tu vois plus où tu veux aller, tu vois plus où tu veux venir. C'est comme si tu faisais une conversation, mais tu parles pas tout seul comme ça longtemps, tu te perds. Non, c'est très éprouvant. Ah bah tu m'étonnes. Ouais, c'est sérieux et très éprouvant. Parce que là, je pense à quand je vais devoir faire ma thèse là. Inch'Allah. Ah yeah, Inch'Allah. Ça, je suis déjà en angoisse. On passe au Mezzé. Les petites news à picorer entre amis que vous pourrez balancer demain là si vous êtes en famille et que vous voulez briller en société. Ou si vous voyez qu'il y a un gros silence à table, vous pourrez lancer une de ces petites news. D'ailleurs, on te demande quel était le sujet de ta thèse, et puis après, je passe au Mezzé. C'était sur les aumôniers musulmans des prisons et des armées. Voilà. Donc ça permettait de faire une sociologie des prisons et une sociologie militaire par rapport à la profession des aumôniers qui venait d'apparaître pour le culte musulman. Très bien. Voilà. Comme ça, vous savez. Magnifique, je travaille dans l'armée, ça nous dit. Non, stylé. Voilà. Militaire ou un Sab qui nous dit trop bien. Militaire, peut-être. Ouais. Alors, Sarah Knafo. Déjà, ça commence mal. L'Algérie porte plainte contre Sarah Knafo. Ça aurait pu être en HMD, ça. La députée européenne Reconquête et la compagne de Zemmour. Je savais pas du tout qu'il y a eu des eurodéputés Reconquête. Ouais, chelou. Ouais. Ils ont gagné une élection. Bah si, parce que Marion, elle avait été. Maréchal. Ah, le braquage. Ouais, donc je pense que ils ont peut-être eu 2% et elle a chopé le 2. Ouais. L'État algérien, c'est marrant parce que même Zemmour, il a pas eu ce que les gens de son parti ont eu. Lui, c'est le plus pauvre de son parti au final. Mais c'est Gargamel à 10 000%. Donc, l'État algérien l'attaque pour propagation de fausses informations sur le montant des aides du développement accordées par la France à l'Algérie. Parce qu'elle avait tweeté comment peut-on donner 800 millions d'euros d'aide au développement à l'Algérie chaque année alors qu'elle refuse de reprendre ces clandestins qui sont parfois des bombes sur pattes. Des bombes sur pattes. Elle n'a aucun respect, en fait, ni pour elle-même, ni pour qui que ce soit. C'est quoi ça, ces 800 millions Ouais, je connaissais pas, moi, cette histoire de 800 millions. J'étais pas au courant. Ouais. Les Antillais apprécieront, hein, mais... Ouais, grave. Le développement, c'est-à-dire que ça se passe comment ? En fait, on doit faire comment pour le... Non, mais c'est... C'est vrai que Mourad dit elle n'a pas assez de la France à attaquer. Il faut qu'elle s'attaque à des pays dont son mec est originaire en plus. Ouais. Peut-être potentiellement même elle, d'info, je sais pas. Mais tiens, je sais pas. Ouais. Bonne question. Ouais. Mais truc de ouf en fait. Eux, comment ils aiment trop. Eux, ils vont aller snitcher partout où ils peuvent trouver un lien de près ou de loin avec l'immigration. C'est un truc de dingue. Parce que tu comprendras un truc, c'est qu'en fait, ils n'ont rien d'autre à proposer. Ouais. Mais vraiment. Ouais, c'est le vide, mais sidéral. Hein. C'est très impressionnant même. Hein. Un vide pareil, tu regardes le gouffre comme ça, tu te dis, ah ouais, oula, ça donne pas envie de tomber dedans. Ah non, totalement pas. Knafo, c'est Maroc. Ok, pas de bol, c'est à côté. Mais ouais, bah franchement, l'Algérie devrait couper le gaz à la France pendant 1 mois, ce serait drôle. Tu m'étonnes. Je savais même pas qu'ils le faisaient encore, ça. Le gaz ? Ouais. Ah bah on n'en produit pas, nous. Hein. Nous, on produit pas de gaz. Hein. Et puis la Russie, elle est pas super contente et son tarif est salé. Vu qu'on a pété un gazoduc en faisant croire que c'était eux-mêmes. NordVPN. Non, exactement, ouais. Normal. Et donc, bon, c'est ce qui explique aussi les petits problèmes de politique en Algérie. Hein. Totalement. Mourad qui me rajoute qu'entre 2018 et 2020, la France a donné entre 111 et 131 millions d'euros chaque année à l'Algérie au nom de l'aide au développement. Ok. Comme l'indique une plateforme dédiée et officielle, soit plus de 588 millions d'euros au total. Source Le Parisien. Mais, et elle avait dit quoi ? Et elle avait dit 800 millions d'aide au développement chaque année. Chaque année. 800 millions. Chaque seconde même. Mais c'est aide au développement. Bon, rien à voir avec les clandestins. Et puis j'ai envie de te dire, je trouve ça étonnant qu'il y ait ce truc-là, mais c'est bien. Oui. Non, mais en fait, en vrai, c'est surtout ça. C'est que quand il y a des contrats de fourniture, surtout d'énergie à ce point-là, il y a toujours la question, tu le prends à quel prix ?
en gros, c'est un peu, tu vas payer avec quelle monnaie? Tu vas payer en cash ou tu vas me payer en me donnant en nature? Tu vas me donner une infrastructure, un procédé, etc. Tu vois? Par exemple, je suis sûr qu'il y a en vrai, faudra chercher. Ouais. Je suis sûr qu'il y a la même chose pour officiellement le Niger. Alors, je suis pas très sûr que si les Nigériens sont en train d'en profiter, mais je suis certain qu'il y a une aide au développement française parce qu'on prend l'uranium de là-bas. Tu vois? Donc ce sera intéressant. Tu vois, c'est ça aussi, hein, les effets de zoom, hein, tout ça. Voilà. Ouais, totalement. Je suis d'accord. Haute Metzé, les États-Unis accordent à Israël 8,7 milliards de dollars d'aide militaire après avoir déjà fourni 13 milliards ça, cette par année. contre, c'est pas fake. Hein. Ah non, après avoir fourni 13 milliards déjà, ils rajoutent 8,7 milliards. C'est une dinguerie. C'est énorme. Est-ce que vous les tuez bien là? Non, pas encore. Tenez, on va vous donner encore plus d'allonge. Et voilà pourquoi on peut pas croire des politiques qui appellent au calme, à la désescalade et au cessez-le-feu uniquement quand ça les arrange, c'est ce que dit Mourad. Bah ouais, en fait, tu peux pas. Mais tu peux pas en fait nous. Bah là, c'est littéralement une prime au massacre. Ça n'a aucun sens. C'est une prime au massacre. Sachant que, t'as vu, on en a parlé des résolutions de l'ONU. C'est-à-dire que là, nous, on n'est pas dans un fantasme, là. Hein. On n'est pas dans une subjectivité émotionnelle, où on est trop blessé et tout. On dit, on veut... Non, c'est pas ça dont il s'agit. C'est que, t'imagines quand même, hein, les résolutions à l'ONU, les votes en assemblée plénière et même au Conseil de sécurité, ça commence à faire beaucoup. La CIJ, la CPI. Enfin, après, de toute façon, c'est certain. Vu que c'est les États-Unis qui ont créé ça et que c'est un peu en train de se retourner contre eux, et qui sont plus trop contents, c'est certain hein, que ça va être le sujet de ce soir, c'est l'ONU, là, bah, ça c'est certain, on va y arriver. Hein. Ouais, non, totalement. Mais c'est astronomique. Non mais franchement, faut se rendre compte. Hein. C'est le truc que ne donnera jamais les États-Unis pour le système de santé, par exemple. Pour son système de santé. Hein. Et tu sais que là, en ce moment, il y a Zelensky qui est en tournée là-bas aux États-Unis, justement pour redemander un peu d'oseille. Il fait les baptêmes, il fait les mariages. Sauf que donc là, il a vu Biden et tout ça, il faut nous aider, machin, et il est censé rencontrer Trump, mais Trump, dans une dernière prise de parole, il a dit, mais... T'es qui ouais, voilà. Ça non, mais en gros, pourquoi on va encore donner de l'argent des Américains à des Ukrainiens, machin? Il a pas du tout, parce que lui, il est plutôt pro-russe. Ouais, il est bizarre. Bizarre, en fait, mais par contre, en tout cas, j'ai compris que Zelensky, c'est pas sa cam. Et là, il a dit, mais non, mais jamais. Et je trouve ça drôle parce que là, du coup, ils sont censés se rencontrer. Mais, ça va être drôle. Non, mais... Bah, les deux, c'est des personnages de télé, tu vois. Les deux, c'est des gros débiles. Donc, voilà, c'est ça. Les deux, c'est des guignols. Mais, non, mais quand même, enfin, je veux dire, je sais pas si vous tous vous rendez compte, mais on est dans un monde gouverné par des bras cassés de la pire espèce, quand même. Hein. Qui nous font croire que c'est les... Mais grave, mais c'est chaud, quand même, hein, vraiment. Tu vois, à l'époque, j'ai l'impression que quand même, quand je dis à l'époque, c'est vraiment, on est dans les années 20, 30, 40, que les politiciens, ils avaient un semblant de, justement, de capacité intellectuelle. Ouais, de sens de l'histoire aussi, un petit peu. De l'histoire, de la culture, tu le vois quand il prenait la parole, etc. Quand tu vois, on parlait de Marchais, là. Bien sûr, mais tu vois, l'éloquence, machin. Monerville, machin. Ouais, voilà. Ça rigole pas, quand même. En fait, tu disais, oui, bon... Che Guevara, hein, parce que ministre de l'Industrie de Cuba, quand même. Hein. En fait, tous ces gens-là, dans l'histoire, tu te dis, bon, il y avait un petit background, mais alors là, tu te rends compte que... Non, là, c'est nul. Trump, on sait, en plus, on connaît sa vie. Mais c'est ça, c'est même pas zéro, c'est en dessous de zéro. Enfin, c'est des gens, tu les amènes dans une classe de 3e, ils sont perdus. Enfin, je veux dire, faut quand même se rendre compte, quand même. Mais c'est ahurissant. Ouais, et tout le monde essaie de se conforter, etc. Macron n'est pas capable de faire des phrases tout seul, mais sans rire. Alors qu'il est marié avec la personne qui l'a enlevé et qui l'a détourné, en fait. Et que c'est accessoirement une prof de français. Enfin, on est quand même dans un monde de dingue. Vraiment. Vraiment. Non, mais totalement. Bref. Il y a eu des messages. Ilan Gabet qui dit, après avoir demandé un cessez-le-feu hier, refusé, MDR, c'est une dinguerie, la soumission des USA à Netanyahou. Totalement. KD Zou qui dit, quelle honte d'aider un génocide. Et Just Durand qui dit, il faut boycotter dans la mesure du possible tous les produits qui viennent des USA.
dans la mesure du possible. Ouais. Dans la mesure du possible. C'est bien de rajouter cette mention, voilà, parce c'est que difficile. Hein. Malheureusement, ils nous ont foutu dedans, quoi. Tu vois. vois. Totalement. Donc vraiment dans la mesure. Mais c'est pas bête, hein, c'est clair. Ouais, bien sûr. Je sais pas, il y a un petit problème sur le chat. Je sais pas, je vois qu'il y a écrit, j'en parlerai au modo. N'hésitez pas, il y a Mourad qui est dans le chat, hein, s'il peut faire quelque chose, il va essayer. Algérie, Maroc. L'Algérie impose avec effet immédiat le visa pour tous les étrangers détenteurs d'un passeport marocain, accusant son voisin de se livrer à diverses actions attentatoires à la stabilité de l'Algérie et à sa sécurité nationale, avec l'organisation à grande échelle de réseaux de crimes organisés, de trafic de drogue et d'êtres humains et de contrebande, d'immigration clandestine et d'actes d'espionnage, ainsi que de déploiement d'agents de renseignement sionistes. Voilà, et de transgression de l'espace spatial intersidéral. Ouais. Et détenteurs de passeport marocain pour accéder librement au territoire. Ouais, ils ont tout fait là. C'est normal, ceux qui gouvernent l'Algérie, ils s'ennuient en fait, vu qu'ils gouvernent pas. Ouais. C'est tout en fait. Hein. Les Algériens le savent très bien. Et puis pareil, non mais cette fausse guéguerre à 2 balles qui, on sait très bien, elle sert tout le monde sauf les Marocains et les Algériens. Sur le Sahara là. Entre autres, ça c'est encore un autre problème parce que ça c'est un vrai dossier de sens abusé. J'ai jamais compris moi l'histoire. Il y a une revendication régionale de la population en fait dit du Sahara occidental qui date depuis un long moment. Évidemment, pour des questions absolument pas nettes, l'Algérie et puis à ce moment-là aussi la Libye s'étaient ligués avec les indépendantistes du Sahara pour réclamer l'indépendance. Et ce que, évidemment, le Marzen, donc la couronne, refusait mordicus. Et pour tout un tas de raisons, parce qu'il y a un truc de voie de passage, etc. En fait, c'est encore une fois un hashtag problème d'État-nation, hashtag problème de suprématie de souveraineté, etc., etc. Et toujours le problème des géopolitiques rétrécies et élargies, tu vois, en gros, ça ne se joue pas seulement entre Algérie, Libye et Maroc, s'il y a d'autres acteurs derrière, tu vois, toujours la même chose. Mais il y a une vraie revendication, c'est pas du baratin. Par conséquent, il y a malheureusement une vraie persécution. Donc vraiment, des trucs pas bien du tout. Hein. Pas bien du tout, du tout. Ouais. Donc, ça aussi, c'est... Mais ça, on reste sur toujours la problématique du drame des États-nations. À un moment donné, tu as une population qui demande une autonomie. Oui, tu peux penser qu'il y a des problèmes géostratégiques si tu laisses cette partie s'autonomiser parce que tu penses que une autre... Mais on l'a dit pour la Kanaki, je vais pas ne pas le dire pour le Sahara occidental, je vais pas le dire pour le... Franchement, même pour les Corses, etc., ou pour la Catalogne. Enfin, c'est à partir du moment où tu as une revendication régionale, en fait, c'est juste que les gens se réveillent un matin en disant ils ont le droit de s'autodéterminer et que l'État-nation n'est pas le fin mot de l'histoire. Et que c'est juste un paradigme foireux, en réalité beaucoup plus foireux qu'on le pense. Et que le prétexte le réalisme politique, il faut tenir compte quand même de la géopolitique internationale, pour ça, mais ça tient pas longtemps. Surtout quand on fait preuve d'un système qui est ultra répressif et malsain. Ah, voilà. Ouais, d'accord. Je ne suis pas du tout rentré dans les détails de ça, c'est complexe, mais faudrait que je trouve les références de bouquins là-dessus. Ouais, mais je vois que ça a beaucoup. Ouais, on va en parler de scène de ménage. T'inquiète pas, ça fait partie des médias. Je vois que vous êtes déjà dans la confidence. Non, il y a quelqu'un qui disait toujours le problème des peuples à qui on refuse le droit de disposer d'eux-mêmes. Mais les frontières ont été définies, non ? Par qui ? Ouais. C'est toujours ça le problème, en fait. Certainement pas par les peuples. Faudrait pas arrêter les nations, non ? C'est juste une stratégie pour éviter que l'Afrique devienne fort. Mais quoi donc ? C'est quoi la stratégie ? Je pense il parlait sur cette histoire de Sahara occidental. Oui, mais en fait, c'est ce que tu vois. Je veux dire, je l'entends réellement cet argument. Tu sais, encore une fois, mais parce qu'en fait, c'est un problème. On vit dans une réalité où il y a plein d'autres acteurs et surtout autour de toi des acteurs puissants. Donc quelque part, tu vois, quand t'es un pays X, qui est en conflit avec un pays Y, d'accord ? Mais toi, dans ton pays X, il y a une minorité ou une région A qui veut être indépendante. C'est forcément considéré comme un affaiblissement du pays X. 1. 2, Y, il va faire quoi ? Il va encourager. Évidemment. Ouais. Tu vois, donc en quelque sorte, en fait,
on peut pas imaginer, c'est pour ça que c'est compliqué. On peut pas imaginer que non, je veux que personne s'en mêle, ça ne regarde que nous, etc. C'est très compliqué de faire ça. Et de l'autre côté, par contre, c'est pour ça que toujours la ligne pour moi, de toute façon, elle est non négociable. Une répression, et à qui plus est sanglante, elle est injustifiable et impardonnable. Quelle que soit la nature du régime, la prétendue légitimité du régime, etc. Et quelles que soient même les causes des considérations par exemple, le peuple veut faire sécession, même il recourt il recourt même un peu à la violence, etc. Parce que même ça justifie pas. Hein. Et par exemple, t'as le cas pour la Turquie avec les Kurdes. Ah oui, tu vois, c'est plein de dossiers comme ça. C'est évidemment, d'ailleurs, je le dirais, là, je peux le dire maintenant sur le livre de Hamid Bouzarslan. En fait, il y a 2 livres d'Hamid Bouzarslan. À chaque fois, j'oublie, c'est État et violence, je me sens, ou c'est violence et État, d'Hamid Bouzarslan, qui parle justement du Moyen-Orient. Lui, il est spécialiste de la Turquie contemporaine, parce qu'il me semble qu'il est kurde d'origine, mais turc de nationalité, mais franco-turc. Okay. C'est un sociologue du politique, et il a fait sociologie politique du Moyen-Orient. Ouais. Excellent livre. Et sur le Moyen-Orient, comme je t'ai dit, sur la question en fait de violence et État, c'est qu'il parle de ces problématiques-là entre État-nation, gestion des régions, des revendications indépendantistes, comme le Kurdistan, etc., etc. Et c'est vrai que c'est quand tu lis ce type d'ouvrage que tu perçois et comprends toute la complexité. Mais que c'est délicat parce que, en gros, ton côté humain te dit, moi, je suis avec ce qui est juste, tu vois, avec ce qui est en fait est légitime, tu vois, de la part des personnes. À partir du moment où elles s'estiment qu'elles veulent vivre en s'autodéterminant, bah, t'es qui pour leur refuser ça, tu vois. Mais de l'autre côté, oui, c'est clair que quand il y a un immense bazar international de grandes puissances qui sont là en train de guetter et tout en tant que prédateurs, ça rend les choses très compliquées. C'est indéniable. Tu vois, il ne s'agit pas d'euphémiser la violence et la répression faite sur ces pauvres gens et les pauvres peuples qui sont concernés par ces revendications. Mais c'est sûr qu'il faut tenir compte de tout ça. Et je dis ça, c'est facile parce que je ne me sens pas concerné directement. Ouais, bien sûr. Ouais. Tu vois, mais voilà. J'espère que vous avez eu... Mais il y aura d'autres livres que je devrais créer. Ouais, voilà. Il y a plein d'autres livres qui sont prêts dans la besace et qui vont être dégainés. Tiens, il y a quelqu'un qui dit merci Dr H étant d'origine kurde, peu de gens parlent de ce sujet, ça fait du bien parce que moi je suis un pacifiste mais on a vécu des choses avec ma famille qui sont très ancrées en moi. Bah oui, c'est dur, c'est ça en fait, c'est des répressions parce que là aussi en fait, en gros, parce que tu te souviens que ce qu'on avait dit 40% ça des frontières ont été déterminées par l'Empire britannique et l'Empire français. C'est ouf ça. 40%. Ça, et c'est 1914 qui va les établir, c'est 1914, c'est-à-dire il y a 2 jours en fait hein. Ouais. C'est vraiment... Donc, il n'y a rien de fondamental. Mais maintenant, le problème, c'est ça, c'est que il y a toujours cette question de pouvoir. Tu sais, par exemple, la Chine avec le Tibet, d'ailleurs, même la Chine avec le Népal et tout, enfin, c'était hardcore. Tu le retrouves la même chose aussi, ce qu'avait fait l'URSS, sauf que d'ailleurs, elle s'est rétractée, ce qu'avait fait l'URSS avec la Hongrie au massacre de 56, parce qu'ils ont commencé à vouloir reprendre l'autonomie. Enfin, t'as plein d'exemples comme ça. Pareil, à un moment donné, pareil, la Grande-Bretagne avec l'Irlande. C'était très tendu. C'est pour ça que les Irlandais sont très solidaires avec les Palestiniens. Avec les Palestiniens, tu vois. Mais donc voilà, c'est vrai que c'est un vrai sujet. Et en gros, la question, c'est pourquoi il n'y a pas de Kurdistan ? Il y a l'Irak, il y a la Turquie, il y a la Syrie. Et pourquoi il n'y a pas de Kurdistan ? En gros, les Irakiens, il y a une histoire d'Irakiens qui remonte à très longtemps. Il y a une histoire, on va dire, syrienne, qui est celle du Grand Chem, comme on l'appelait. Donc, c'est le Levant. Il y a une histoire turque. Il n'y a pas de souci. Comment on dit, turc RC, tu vois, pas QE. C'est-à-dire le peuple turc, etc. Mais il y a évidemment une histoire kurde, qui n'est pas rien. Saladin, c'est un kurde, hein. Ah, ok, ouais, c'est un kurde. C'est les Seldjoukides, la dynastie des Seldjoukides. Et justement, il avait beaucoup régné dans cette région. Tu vois, pour permettre de libérer justement les territoires de la Palestine de l'occupation des croisés. Donc, t'as plein de cas comme ça, et en fait, c'est juste une négation de l'histoire. Non, vous, ça ne sera pas. Et ça aussi, il y a du voulu. Quand des fois, t'as des peuples qui ont revendiqué quelque chose et tu leur donnes pas, c'est une manière de laisser une... Tu vois ou pas ? De laisser une poudrière. Tu laisses ce truc, tu fais « Ah, je laisse ça, je vous laisse gérer, hein. Allez, salut !» Ah, c'est pas bien. On va revenir là-dessus, vous inquiétez pas.
Et sur Discord, on continuera la discussion potentiellement. Il faut qu'on avance un petit peu sur Le Pen. Jean-Marie Le Pen, 96 ans, accusé de détournement de fonds européens, ne pourra pas assister à son procès le 30 septembre prochain en raison de son état de santé très fragile. Le fondateur du FN a perdu une partie de ses facultés mentales. Il n'a aucune conscience du but, du sens, de la portée de cette audience. Seulement maintenant ? Il me semblait que c'était depuis le début. Ouais, non, mais c'est surtout qu'au lieu d'être jugé au bon moment, on attend qu'il se passe ça et hop, une esquive, parce que ça date pas d'hier. Parce que lui, l'Europe, enfin, je veux dire, ça fait un moment qu'il est plus membre du parti, donc c'est-à-dire que l'affaire date pas d'hier. Mais je pense qu'il va pas tarder à rejoindre son jugement. Regel Gorilla en commentaire qui dit il n'a jamais eu de faculté mentale. Ouais, oui. Et Solène qui dit de toute façon, ce mec n'a jamais eu toute sa tête, ce raciste, je ne peux pas me le voir. On tient quand même à rappeler, parce que pour certains, le Front National, c'est pas raciste, etc. Il a participé directement à des tortures en Algérie. Ouais. Donc c'était à Sylvain Lablasse en plus qu'il a perdu son œil. C'est ça. Si je me trompe pas. Donc voilà, c'est pas une. C'était il y a 10 000 ans. Bah non, en fait. Le gars, il est encore là. Il est encore là. Donc voilà, tout simplement. Puis il a fondé le FN avec d'anciens. Ouais, SS, parce qu'ils s'entendent bien, c'est la base. Ah oui, non, voilà. Donc on peut pas dire que. Et quand il était gamin, c'est-à-dire avant l'Algérie, il faisait le vigile pour un siège de commandant de tour. Nazi. Donc, tu sais, en fait, il était très cohérent. La seule chose qu'on peut pas lui enlever, c'est la cohérence. Voilà, la cohérence nazie. Ouais, putain, voilà. ça, je savais pas. Ah ouais, bon, il paraît que Mitterrand était pas très loin à ce moment-là, dans le mauvais sens du terme, d'ailleurs. C'est pour ça qu'il a eu la Francisque. Une décoration vichiste. Ça aussi, putain, je savais pas. Il a eu ça aussi, putain. Il y a Louis Sarkozy, apparemment, le fils de Nico, qui parle du Hamas et du Hezbollah sur LCI, et il a dit qu'il crève. Il y a une vidéo là-dessus, mais c'est charmant. J'ai pas la main là. Je pourrais pas la montrer, Mourad, mais charmant. Très charmant. C'est charmant. C'est vraiment c'est très sage. C'est très c'est pondéré. C'est vraiment l'humanisme et les droits de l'homme dans toute leur splendeur. Hyper choquante la vidéo. Il y en a qui l'ont vue. Ah ok, d'accord. Putain. Ah bah écoute. Mais faut pas regarder LCI en fait. Pourquoi vous faites ça? Écoute, ça s'offre. Pourquoi vous faites du mal à nous? En fait, c'est comme BFM et tout. Il y avait un solo de trompette de BHL là que j'ai pas regardé. On m'a juste envoyé le. Ah, avec l'amiral qui l'a recadré. Je sais pas. Parce que je regarde pas. J'ai juste l'information qu'il était là. Tu vois, qu'il a fait une apparition spectrale et flippante. Ouais, mais en fait, il s'est fait recadrer par un amiral qui lui expliquait que l'origine de l'armée d'Israël, c'est le terrorisme et l'origine du pays aussi. Bien sûr, Haganah, bien sûr. Et en fait. Ils ont fait des attentats en Égypte, des attentats à Londres. Et en fait, l'autre, il savait plus quoi dire. Il a dit. Je suis pas d'accord. Mais tu sentais, il s'était mangé une claque. Il découvrait l'histoire de son bled. Non mais laisse tomber. Ah fuck, laisse tomber, je te jure, les gens ils me fatiguent, surtout lui, toujours invité en vertu de on sait pas. Mais le propriétaire, il a les clés. Ouais, lui vraiment. Les clés. Lui alors, il est voilà, il vient en peignoir. La douche elle est ici. Ouais. Je te jure. Ah non mais vraiment. Il est vraiment chez lui. Il s'installe le micro lui-même. Non, je suis allé récupérer. Il fait non, je préfère cette caméra. Ouais. Non, toi tu dégages cette caméra. Ça Nico? Ouais, je pensais que t'étais en congé. Allez, filme-moi. Mais moi quelqu'un pour me poser des questions et de toute façon, j'ai déjà mes réponses. Mais t'as pas les questions du coup? Ouais, j'ai mes réponses. Elles sont là, t'inquiète pas. Très respecté dans la marine, il n'est pas amiral qui veut. Ah bah tu vois, c'est notre spécialiste Sandes en militaire. Militaire, stylé, ouais. Oui, amiral, d'ailleurs, amiral, ça c'est marrant, c'est d'origine arabe le mot, tu savais ça? Ah bon? Ça veut dire Amir al-Bahr, ça veut dire le prince des mers, donc le commandant des mers. Et ça donnait amiral, et c'est les Turcs qui l'ont utilisé dans la marine ottomane, qui était une grande marine, et ensuite ça a été repris par les Britanniques, il me semble, en premier, et puis ensuite les Français. Ok, voilà. D'accord, bah, tu vois, c'est pour la petite histoire. La petite canardise, voilà, l'origine des mots, on adore ça. Et ça va rajouter un mot supplémentaire au panel des mots qui viennent de la langue arabe et qui sont usités en français. Parce qu'il y en a plein qui ne savent pas, c'est comme échec et maths, c'est comme tout ça. Kiabi. Une ancienne trésorière de Kiabi est mise en examen et écrouée pour avoir détourné 100 millions d'euros. Wow. Ils font un chiffre d'affaires de 2,2 milliards par an. C'est ouf, hein. Pour des vêtements pas très rush et pas très qualitatifs. Ah ouais, putain, pour des. Ouais. Et les mecs se mettent bien quand même, hein. Franchement, ils sont bien. Ils sont bien. Ah, ça change la perspective quand même. Ouais, d'un coup, là, tu te dis. Et là, tu te dis, allez, un petit détournement, un petit 100 millions. Un petit 100 millions.
Mise en examen et écrouée en plus. Donc, là, en gros, ça veut dire qu'elle est très coupable. Ouais, elle est très, très coupable. Elle a été interpellée à la descente. Comme par hasard. Ah bah attends. Écoutez la blague. Oui. Elle a été interpellée à la descente de son jet privé. Ah ouais, non, mais elle avait même encore le champagne dans la main. Elle était là, qu'est-ce qui se passe? Comment vous... Bah non, c'est pour les valises. C'est pour les valises. Vous voulez je suis trésorière, donc. Bah oui. C'est les voituriers, c'est ça? Ah non, c'est la police. Pourquoi ils sont comme... Bah tu sais, quand les flics sont arrivés, bah tenez, voilà. Hop, les mallettes, les malles Louis Vuitton, faites attention. Voilà, non, mais exactement. Ah, c'est quoi ces bracelets? C'est Cartier? Dites-moi, je connais pas. Est-ce que c'est dans mon budget? Je pense que oui. Hein. Ah non, mais un truc de ouf. Ah ouais. Bah... Et en vrai, si c'est elle qui a fait ça, pas sûr que ce soit la seule et pas sûr que personne n'était au courant. Oui, non, ça c'est sûr. Pas sûr du tout. Hein. Non, ça c'est sûr. Les brigands. Si la trésorière, elle se déplace en jet privé. C'est que dans l'organigramme, les autres ils se déplacent en planète directement. Chacun sa planète déjà. Bah, tu vois, à côté de la Lune, un tube spatial. Ouais. Mais c'est un truc de caissière fou. le jour, jet set de la nuit. Non mais grave. Le jet à petit prix. Oui, c'est ça, parce que Kiabi, c'est vraiment du vêtement de prolo. Hein. Mais oui, c'est un truc de fou quand même. Hein. Ah bah dis donc, le privé, elle est bien, elle. Hein. Elle fait, on a un bon chiffre d'affaires, on est bien là. Ah ouais. Bien. Ah bah attends, Bourad, il m'en rajoute un peu là pour qu'on découvre le... Elle est installée à Miami, elle y a fondé un cabinet d'architecture d'intérieur et parade sur les réseaux sociaux. C'est d'ailleurs en la suivant grâce à ses publications que les policiers l'ont localisée, puis interpellée avec plus de 500 000 € de bijoux et d'affaires de luxe. Non mais c'est impressionnant. Elle est en mode Osef. Elle est en mode Osef total. Elle n'a jamais vu la couleur d'un vêtement qui habille. On a le choix de dire. Elle sait même pas ce qu'elle vend. Mais elle croit qu'il habille, c'est. Je sais pas ce qu'on fait. On vend du scotch? Quoi? De la papeterie sûrement, non? Moi je croyais qu'on était sur internet. Parce qu'on touche bien quand même. Donc, on vend des télés, non? Qui habille, on vend des armes, ça c'est sûr. Il y a Safran, il y a nous. C'est obligé. Parce que moi on se met bien, moi je vous le dis, en tout cas moi je me mets bien. Et elle parade, c'est pas le couteau le plus aiguisé du tiroir. Franchement. Ah ouais putain, bah dis donc, ça va hein. Ah bah Psartek, comme on dit. Ah franchement, c'est Miami et tout. Miami, cabinet d'architecte d'intérieur, la meuf elle a fait ses side business. Elle est tellement teubée que je dis attends, je vais revenir en France en jet, tranquille là, tranquille. Ni vu, ni connu. Allez, avec mes 500 000 € de bijoux. Parce que c'est la classe. Voilà. Non mais c'est dingue. Tu t'es pas dit que c'est un peu soupçonneux de dire mais madame vous travaillez pour Kiabi quand même? Ouais, grave. Non mais et surtout ce qui doit être trop drôle c'est qu'elle quand il y a des dîners annuels ou des machins et qu'elle doit prendre la parole, elle doit faire des vrais discours. Nous avons à cœur d'aider les gens dans le besoin, de leur donner accès. Et c'est pour cela que nous avons créé Kiabi. C'est pour habiller tout le monde. Kiabi, c'est nous. Bon, ça nous habille pas, hein. Personnellement, je m'habille pas là-bas, mais en tout cas, les autres, en tout cas, ils s'habillent. Hein. Ah non, mais je crois que c'est elle qui l'a inventé, le Kiabi. Ouais, c'est bon. On va la garder. C'est ça. Parce qu'on devait leur poser la question à chaque fois. Avant, ça s'appelait pas comme ça, et puis comme ils venaient tout le temps, ils étaient en Louis Vuitton, machin, mais qui habille, en fait, dans cette boîte? Ah bah, c'est pas eux, c'est pas nous, en tout cas. Non, mais laisse tomber. Non, mais c'est une dinguerie. Mais c'est vraiment une dinguerie. Qui habille? Mais les gars, mais faut rigoler les copains, parce que merci beaucoup Jamel pour l'abonnement. Il y a Sandès qui dit je regarderai plus Kiabi de la même façon. C'est vrai en plus. La vie de ma mère, j'avais à Kiabi, je vais me saper maintenant. Il y a un videur, en fait, c'est pas sécurité, c'est un videur, en fait. Non, pas toi et tout. Attends, je vais y aller en mode là, je me suis dit, on sait jamais ici, hein. Je crois que ça se dépasse en jet. Mais ça, tu dis peut-être qu'il y a une soirée privée et tout. Ouais, je te jure. C'est où? C'était la cabine d'essayage, on n'a pas compris. Mais tu sais que P. Diddy, il a fait des soirées Kiabi aussi, hein. Ça serait. Kiabi, on est best soirée ever. Vraiment, Ah putain, elle m'a tué Kiabi. Ah non, mais celle-là, elle est loin quand même. Elle est très loin. Elle est très très loin. Comme on dit, on a bien tiré sur la corde. Kiabi crave. Ça mérite un meilleur d'or. Ah oui. De la trésorière, de la meilleure trésorière. Meilleur gestionnaire. Mais attention, elle est en lice avec Bruno Le Maire. Parce que, j'avoue. Ça se tape là, Bruno Le Maire. J'avoue. Ah ouais, c'est vrai. Sauf qu'elle, quand même. Miami, Best Life et tout, même Bruno Le Maire, il est même pas capable de faire ça. Hein. Ah ouais, non, j'avoue. Il est juste prof à Lausanne d'économie, parce qu'il va t'expliquer comment on fait. Ah oui, c'est vrai. Non, parce que attends, d'ailleurs, il faut que je revienne là-dessus. Ah oui, je croyais qu'on n'avait plus de Mezzé, mais non, il en reste 2 en vrai. Il y en a un sur scène de ménage, mais avant, j'ai vu un truc de ouf là sur Bruno Le Maire et le trou qu'il aurait, la dette qu'il a laissée en fait. Parce qu'apparemment, apparemment, elle est
Hardcore. Un bilan qui s'assombrit, machin. Attends, il a osé dire un truc. Si aujourd'hui notre niveau de dette est élevé, c'est parce que... Figaro, ils ont mis en lice pour le prix de la phrase la plus hilarante de l'année. Putain, même eux, ils font leur Figaro meilleur. Économie. T'es sérieux, même Figaro Économie. Il a dit, si le déficit public... sinon, aujourd'hui, notre niveau de dette est élevé, c'est parce que j'ai sauvé l'économie française. Mais... En fait, s'il y avait ça, ou allez vous faire foutre. Tu vois, il dit, allez... Qu'est-ce que je peux dire? Il a demandé à ChatGPT. Voilà. Comment on peut dire allez vous faire foutre en économiste? Bah, vous dites de la merde. Mais tranquille, détente. Mais vraiment détente. Oh, le fou. Non, parce que là, tu sais que notre dette, elle est plus hardcore que celle de l'Espagne, apparemment. Ouais, c'est ça, on s'approche. Ou alors on s'approche de celle de l'Espagne. Mais en vrai, c'est pour ça que c'est pas tout à fait le meilleur indicateur, même si c'est un indicateur évident. Parce que l'Espagne, ça va mieux. Mais pour exactement. Mais en vrai, c'est le vrai indicateur par rapport à. Parce que ça aussi, c'est le côté un peu droit tardé, là, en économie, qui s'insiste sur la dette. C'est pas la dette le problème. Tu te souviens ce qu'on avait dit même pour le Japon? C'est pas tout à fait la dette le plus important, c'est la balance commerciale. Ouais. Tu vois, encore une fois, t'as un business, tant qu'il y a des sous qui rentrent, si t'as plein de dettes, c'est pas un problème en soi. C'est vrai. Tu vois, parce que, comme on dit, tu vois ça dans le temps long, même tes créanciers, ils se disent, bon, bah, lui, il gagne quand même de l'argent, quand il va nous rendre, bah, ça, il va nous mettre bien, tout tranquille. Tu vois? Mais là, on a une balance commerciale nulle. C'est en dessous de zéro. On a un déficit commercial immense. En gros, on est un business qui ne fonctionne plus. C'est surtout ça dont il est responsable. C'est ça, en fait. Ouais, c'est ça. Et c'est pour ça qu'on dépasse dans la dangerosité, comme on dit dans les trucs de finance à 2 balles, qu'on dépasse l'Espagne, parce que l'Espagne elle a une balance commerciale qui, elle est pas folichonne, mais la France c'est une catastrophe de ce point de vue-là. Et lui, il a rien arrangé, pire. Non mais c'est chaud. C'est scandaleux en vrai. Moi, je repense encore à... Là, tu vois, je repense à mes discussions avec mon banquier qui me dit va falloir trouver là. Les prélèvements, faut qu'ils passent. Si vous pouvez débloquer des fonds, t'as envie de leur dire, mais va te faire en l'écu. Tu peux très bien les débloquer. Ouais. Va chercher là-bas. Appuie sur le bouton là. Regarde. Ouais, voilà. Là, ici. Supre. Voilà. Voilà. Contrôle là-dessus. Ouais, t'as vu, c'est marrant. Allez, tous les prélèvements, ils vont passer là. Ils vont passer d'un coup. Ils vont glisser comme ça. Toboggan. Hop. Vraiment de. C'est de l'écriture, mon ami. C'est tout. Ouais, franchement, ça me dégoûte. Et eux, ils sont là. Regarde, tu plantes l'économie de ton pays. Et tu t'en vas. Et genre, il n'y a rien. Et tu vas faire preuve d'économie. Et tu vas faire preuve d'économie à Lausanne. Voilà. Je vous l'ai expliqué, quand j'ai niqué l'économie d'un pays, vous allez voir tout ce qu'il faut pas faire. Comme ça, vous pourrez voir comment ça fonctionne. C'est dingue quand même. Hein. Franchement, je me dis, c'est incroyable. Et t'as encore des gens, tu te souviens, quand même on parlait politique, des gens, non mais c'est des gens compétents, ils sont diplômés, ils font des diplômes. Mais si vous voulez, je vous propose de vous brûler avec lui, comme ça. Ouais. Moi, je suis juste la marque du briquet, c'est tout. Hein. Non, mais franchement. Là, oui, c'est ça. Là, il nous a mis les. Le truc plus risqué. La dette, la dette de France est désormais jugée plus risquée. C'est la question de la solvabilité. Ouais, de l'Espagne. Les investisseurs demandent d'être mieux rémunérés pour prêter à Paris plutôt qu'à Madrid. Une première depuis 2006 qui souligne l'inconfort des marchés face à la situation politique française. Comment tu te rends pas compte d'un trou de 100 millions? Ça, c'était la question de Morad sur Kiabi. J'ai dû laisser... un petit trou là. Hein? Il n'y a pas une facture qui manquait? C'est quand t'as fait la compta. Hein? Tu m'as donné toutes les factures là quand t'allais bouffer tout ça. C'était quel repas? C'était quel repas? Un petit repas qui manque là? Je crois qu'il manque un repas parce que j'ai un trou de 100 millions. C'est pour ça qu'il y a trop de complices. Non, oui. Non, bah oui. C'est pas possible. Ça, c'était génial, putain. Ensuite, mais n'oubliez pas que Macron est le guide selon K-Swab. Tout est calculé pour créer une chose plus grande. Ah, ok, d'accord. Je sais pas qui c'est K.Swabs. Tu me diras. Ah oui, Swab. Non, c'est le machin là, le gars, le Suisse là chelou. Ah, peut-être. Ouais, peut-être. Le Suisse enfant de Satan là. Oui. Attends, c'est K-Schwab. K-Schwab, ouais, c'est ça, ouais. Klaus Barbie, Klaus Schwab, tu vois. Tous les Klaus, faut se méfier. En général, il vaudrait mieux, ouais. La privatisation en masse de tous les services incoming. Donc ça, c'est par contre littéralement la ligne exclusive de la Macronie, absolument. Totalement. Dernière news sur le Metzé. Alors là, putain, ça c'est un vrai scandale. La chaîne M6 est au cœur d'un scandale après l'éviction des comédiens Claudia Mongoumou et Riyad Bax. Alors, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est les comédiens qui jouent un couple dans Scène de ménage, la série qui met en scène des couples.
Et leur licenciement serait lié à des motivations racistes. Intervenues seulement 3 jours après la victoire du RN aux européennes, les acteurs auraient été brutalement écartés de la série, selon Mediapart, car ils ne représentaient pas, ils n'étaient pas assez universels. Ils sont pas assez... Alors, Claudia Mongoumou qui joue... donc qui est noire et qui joue une femme d'origine congolaise, et Riyad Bax qui est arabe et qui joue un pompier d'origine algérienne. Et genre, apparemment, ça fait depuis 2021 qu'ils étaient dans le show, et là, ils disent, ouais, non, en fait, ça représenterait pas assez l'universel. On n'arrive pas à se représenter. Moi, j'aimerais juste avoir la liste de la prod et de la réal de cette série, parce que je voudrais pas les avoir comme voisins, en fait. Hein. Ah, mais non, ils sont là, clair. Dans la cave, ici, là, ils sont cachés. Ouais, eux, demande à eux. C'est tout de suite. C'est quoi? C'est quelle ambiance? Nazisme, très bien. Je peux avoir le brassard où? Dites-moi. Ouais. Les gars, ils anticipent. C'est la reine qui a gagné? Virez-moi tous les... Hein, virez-moi tous. Ouais, c'est des malades mentaux. Non, mais c'est super grave. Attends, tiens, regarde, je crois comme que si c'était surreprésenté. Ouais, comme si trop c'est trop là. Hein, un peu. Ils disent quoi? Brutalement remercié pour des jeux. Alors, officiellement, ils ont justifié la décision pour dire qu'il y avait une chute d'audience et un manque d'universalité dans leur couple. Sérieux là? Voilà. Non mais en fait non, parce qu'ils peuvent pas. Ils peuvent pas dire parce que c'est une noire et c'est un arabe. Tu sais, ils peuvent pas dire ça. Donc ils sont obligés de trouver un truc. Mais en fait c'est mort. Vous êtes pris la main dans le sac, c'est mort. Non, mais sachant qu'apparemment, en plus, tu vois, il y a certains membres de l'équipe de tournage, et notamment la comédienne Claudia, qui dénoncent un racisme latent, mentionnant que leur couple était... elle est gentille, hein. Franchement, punaise. Poli, hein. Que leur couple était constamment invisibilisé, exclu des bandes annonces et marginalisé dans les scènes tournées. Bah oui, à tel point que... Bon, déjà, moi, je connais pas ces séries, parce que je regarde pas la télé, mais c'est grave, quand même. Mais c'est vraiment très grave, hein. Le seul couple pas mix, c'était trop. Bah non, mais voilà. Tu te souviens la réflexion qu'on faisait pour Passeport, hein? Ouais. Pour la pièce. Donc tu sais, c'est... Bah oui. On va pas vous récompenser non plus. Ouais, pour les Molières, hein, on l'a senti. Faudrait quand même peut-être pas... D'ailleurs, il y a un article qui est sorti sur Libération et Télérama qui parle justement du fait qu'il y ait des mairies de droite qui refusaient la pièce Passeport. Ah, c'est bien qu'ils commencent à en parler. Hein. Ça commence à en parler, c'est un peu tard. Beaucoup trop tard même. Hein. Et pas assez fort. Hein. Ouais, pas assez fort. Faites un effort, parlez à Fouaouz. Allez, on vous entend pas bien là. Non, mais c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf parce que on en est là, quoi. On est dans un pays où parler d'immigration, on te dit c'est pas un sujet, et d'avoir un couple mixte qui est noir-arabe, et ben non, c'est pas assez d'universalité. Je comprends pas en fait, ça veut dire quoi là. C'est des grands malades, non mais c'est trop grave. Hein. Mais on devrait pouvoir poursuivre quand même ça. Bah après, faut le prouver, quoi. Non, mais en vrai, la base. Bah, parce que, attends, baisse d'audience, bah, tu vires tout le monde. Je sais pas. Tu vires la moitié, je sais pas. Explique-moi, en fait, le truc. Parce que quoi, parce que t'es en train de sous-entendre que c'est eux qui plombent l'ambiance. Tu sais, mais vraiment, ça me fait penser parce que, tu sais, dans les trois frères, l'huissier qui vient, qui lui dit, ouais, et puis je vous demanderai vos papiers. Surtout vous, là. Ouais, c'est clair. Tu vois, c'est vraiment le move vraiment rachot, tu vois. Ouais, en fait, on a un problème d'audience. Surtout à cause d'eux, en fait. Ouais. Surtout eux, là. Ça chute d'un coup. Je sais pas, là, vous, là, un manque d'universalité, quand même. Hein. Ouais. Donc, c'est quoi, c'est la nouvelle blague raciste, en fait? Mais c'est pas la première fois qu'on a en plus ce genre de réflexion. Je me souviens d'un film qui avait pas eu de visa d'exploitation en France. Parce que c'était un film américain pour ceux qui connaissent les films noirs américains, Think Like a Man. Je crois que c'est un film où voilà, t'as plein d'acteurs et d'actrices noirs, et je crois qu'il y en a un qui avait pas pu sortir. C'était un film comme ça qui avait pas pu sortir, et ils avaient prétexté que du coup les Français ne pourraient pas se reconnaître dans le casting. Mais parce que moi, je me reconnais dans les petits mouchoirs. Là, Oh là là, le petit Nicolas, c'est trop ma vie en fait. Moi, je me reconnais. C'est ma vie, mon histoire. Même dans le quotidien, j'arrive pas à me reconnaître. Mais totalement. Et son petit Nicolas, ça fait une nostalgie. J'ai des larmes aux yeux, ça me fout les poils. Non, mais vous êtes sérieux? Franchement, il me dégoûte. Mais c'est vrai, il me semble que d'ailleurs le film avec Denzel Washington sur The Great Debaters, pareil, il a pas eu de visa d'exploitation. Ça, je sais qu'il est pas sorti en France. Ah ouais? Et il est pas sorti en France, c'est pour ça qu'il existe qu'en VO. Ah ouais? Ah bah oui. Parce que pareil, à l'université, il y a que des noirs. Ils débattent et ils parlent. Et ils sont intelligents. Putain, c'est vrai que j'ai galéré à trouver. Bah oui, comment fait-on? Non, il faut surtout pas qu'ils se reconnaissent. Mais c'est des oufs en fait, les gens. Il y a Mimomès qui dit je me reconnais trop dans Avatar. Je te jure. Là, ça met tout le monde d'accord. Ils sont bleus, c'est bon, on se reconnaît tous. Moi dans Alien,
Pourquoi se reconnaître dans un film qui a l'intérêt? Non, mais c'est une fausse excuse. C'est peut-être même. Du coup, Mulan, on doit l'interdire, Mulan. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes des ouf, les gens. Ouais, c'est ça. Power Ranger. Ouais, voilà. Je sais pas, j'ai pas de. Moi, j'ai pas les tenues. Je suis pas Super Saiyan, ça va être chiant. Moi, ça me fait chier, je me reconnais pas, j'arrive pas à voler. Ah, j'ai essayé. On a tous essayé de mon côté. Vraiment. Mais vraiment pour le. Moi, authentique. J'ai vraiment levé mes mains pour lui donner de la force quand il faisait la boule universelle. Highlander. On n'est pas immortel. Ah, je me reconnais pas. Je suis pas écossais en plus. Non, MacLeod, pas trop de MacLeod. Ninja. Je suis pas très tortue, pas très ninja. Ah, mais voilà. Non, mais c'est des ouf, les gens. Vraiment. Ils osent, en fait. Non, mais c'est clair. Moi aussi, j'ai essayé de me transformer en Super Saiyan. Non, moi, vraiment, le premier degré. Tout le monde. Dans la piscine. On a tous essayé. Et il y a l'épisode où t'as. Sangoku qui apprend à Sangohan à voler. C'est de l'initiation absolue. Et il apprend à voler, il lui dit alors il faut que tu te concentres, tu fermes les yeux. Quand je te dis que je le faisais, j'étais comme ça. Ok. Et là, et je me suis dit mais ça va marcher. Alors après, j'étais comme un con comme ça sur le truc. Et vraiment, je sentais qu'il se passait un truc. Je me dis je suis en train d'envoyer une force de ouf. Et mes potes, ils me disaient, mais je pense que ça existe pas, Dragon Ball. Je dis, si, mais c'est que au Japon. Tu sais, genre, en plus, Zarma, j'avais théorisé. Non, mais ça existe qu'au Japon, c'est pour ça qu'on ne voit pas ici. Ah ouais, les Kamehameha, vraiment, tu disais, il va se passer quelque chose. Ça va arriver. Ouais, bon, bref, en tout cas, alors, il y a ta petite Lizzie qui dit, il faut que l'enquête se soit faite en entier pour être sûr, mais si c'est ça, c'est très, très grave. Ah ouais, l'enquête, j'ai envie de te dire, elle est déjà faite. Mais c'est juste que ce qu'on va dire des suites, franchement. J'ai demandé à un pote. Poursuivre, franchement, c'est vrai. J'ai demandé à un pote de Passeport qui connaît justement une des comédiennes parce que c'est lui qui nous a envoyé le truc, tu vois, l'info. Mais le problème, c'est que j'ai pas eu de réponse parce que j'aurais aimé savoir s'il pouvait m'en dire plus, tu vois. Mais bon, non, malheureusement, bref. C'est grave. On passe au no comment. Allez. Oh, c'est dur. Ah, on aime bien. Ouais. No comment, vous connaissez la règle, je lis des news. Ouais, vas-y, ouais. Ça t'occupera la bouche. Je lis des news, vous n'avez pas le droit de les commenter, vous devez simplement répondre par des emojis dans les commentaires ou des gifs animés. Bon, bah c'est parti, on commence, vous êtes prêts? Attention, je mets le chat en mode... emoji. Je sais pas si les modos peuvent le faire, ça d'ailleurs. Tiens, je vous le demande. Parce que là, moi, je peux le faire. Je peux le faire, mais je le fais. Allez, c'est parti, on y va. Hop. Allez. Alors, je commence par la première news. À Bordeaux, 500 étudiants se sont retrouvés dans une file d'attente pour une distribution alimentaire gratuite. Des Libanais s'exilent actuellement en Syrie pour être en sécurité. En Syrie. Et enfin, dernier no comment. Un drapeau géant d'Israël flotte au-dessus de Rafah en Palestine. Oh. Mais... Allez, on passe au sujet du jour. Ah, c'est bien, en fait. J'ai pas activé le truc. En fait, c'est bien. Tout le monde a été discipliné, pardon. Magnifique. En fait, j'ai cru l'avoir activé, mais c'était très difficile. Vous êtes au top, hein, la commu. Et le sujet du jour, c'est la fuite en avant israélienne. Israël Alors, t'as pu te renseigner sur Beyrouth? Apparemment, il est blessé, hein. Non, mais du coup, ils ont vraiment attaqué Beyrouth? Ah, mais j'ai vu les images. Hein. Ils ont rasé environ 6 ou 7 immeubles en plein cœur de Beyrouth. Donc, tu sais, des immeubles. Ça sert à quoi, les immeubles, en fait, en général, dans un quartier résidentiel? Sûrement à habiter dedans, en général. Il me semble. Rasé. Tu sais, mais vraiment, il n'y a rien. Tu vois bien le bâtiment, un équivalent de bâtiment à côté, et là, il n'y a rien. Tu vois, vraiment, dans le plus grand des calmes. C'est bien, hein? C'est vraiment génial. Tout ça pour... Ah oui, donc les éléments de langage de la propagande, dire une frappe précise. Oh, ah oui, ouais, et puis, tu sais, version Le Monde, une puissante frappe. Tu sais, puissante frappe. Ouais. Parce qu'il faut surtout pas dire violente. Ouais, lâche, tu vois, criminel, meurtrière. Ouais, non, surtout pas. Voilà, terroriste. Ouais. Non, bah non. Ouais, ah bah non, ça compte pas. Ah bah c'est vrai, ça compte vraiment pas. C'est comme un coup de maître pour un acte terroriste. Tu t'imagines, tu rases 6 immeubles dans Paris?
Voilà, tu rases. Tu dis, ouais, il y avait un terroriste, en fait. Ouais, je cherchais un terroriste, là. Si, il y en a un. Parce que en fait, c'est ça, tu vois. Si, vraiment, on va aller dans leur rhétorique. Je vais même pas rentrer dans, vas-y, c'est qui, voilà. Franchement, en vrai, il faut même pas faire ça. C'est perdre du temps. D'essayer de justifier, faut jamais faire ça. Faut partir sur les standards de base. Donc, les gars, vous êtes en train de nous expliquer que vous estimez avoir le droit de bombarder aveuglément, même si, et pire encore, quand vous dites, oui, pareil, élément de langage, frappe précise. Ce qui rend le truc encore plus criminel, hein, tu vois. Mais donc, un quartier résidentiel, et vous balancez, en fait, mais on parle de bombes de 2000 kilos. Enfin, donc, précise à 2000 kilos. Ouais, bien sûr, ouais. C'est connu. C'est bien connu. Et tout ça dans le plus grand des calmes. 2000 kilos. Non, mais c'est tiens, on a notre experte en bombes, si tu veux. Enfin, pardon, pas du tout. notre militaire. Tu sais, le mec, elle est militaire, il a décidé de dire on a notre général en armement. Non, mais 2000 tonnes. Non, 2000 tonnes 2 tonnes. Ouais, c'est 2 tonnes. Ouais, c'est 2 tonnes. 2 tonnes. Ouais, 2 tonnes, ouais. Ah, c'est chaud. Ah, ils disent qu'il a été. Ah, c'est le compte du Mossad, ça. Ouais, bah oui. Et ils disent qu'ils ont éliminé. C'est qui, lui c'est Nasrallah. Bah oui, c'est tout simplement le secrétaire général. C'est le leader du Hezbollah. Apparemment, il est blessé. Mais il est pas mort. Enfin, dernières informations que j'ai eues. Mais. Ouais. Excuse-moi, je t'ai coupé. Non, pas du tout, mais c'est important, en fait. Ce que tu sais, bref, en gros, c'est. Regarde, c'est intéressant parce que si on essaie de reprendre, on va dire, une micro-chronologie, parce qu'on va pas remonter. D'accord ? Si on prend une micro-chronologie, on arrive à un truc basique, c'est que, effectivement, voilà, il y a, depuis le 8 octobre, Gaza est sous un bombardement intensif, indifférencié, qui massacre tout ce qui bouge, donc officiellement, dans l'espoir de tuer, soi-disant, donc, des criminels. Resituons les choses. Utilisons leur rhétorique. Pourquoi, encore une fois, ça sert à rien de débattre. Donc, il faut prendre les trucs de base. Donc, le monde civilisé occidental, bien guidé, éclairé par les lumières de la planète et de je ne sais quoi, estime qu'on peut bombarder matin, midi, soir, nuit, aube, continuellement des quartiers résidentiels densément peuplés, l'une des régions la plus densément peuplée de la planète, par des frappes précises, en plus. Eh oui, parce qu'en plus, ils montrent leurs vidéos. Ce qui fait qu'ils les voient, et dans les vidéos, tu vois les gens. Tu vois qu'il y a des gens, en fait, des êtres humains. Mais surtout que tu vois des êtres humains, par contre, les êtres humains, tu peux pas savoir c'est qui. Hein. Ouais. Ils portent pas un ID number. Hein. Ouais. Il y a pas. Hein. Donc tu fais ça parce que tu dis que les personnes que tu vises en écrasant tout le monde, parmi ça, ces personnes-là ont fait donc des attentats qui auraient touché indistinctement des personnes de chez toi. Alors, c'est quoi le truc ? Vous êtes con ou vous le faites exprès, en fait ? Et vous voulez faire croire quoi aux gens, en fait ? C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est quoi le propos ? C'est qu'en finale, et c'est pour ça que c'est essentiel, et là, tu le vois vraiment dans l'analyse de Todd, justement sur la défaite de l'Occident, qu'on est réellement dans une situation, et franchement, c'est ouf, parce que tu sais qu'il a fini juste avant le 7 octobre, le livre. Ah oui, d'accord. Ouais. Et c'est pendant l'impression qu'il a mis une postface. Tu vois, il a rajouté pour expliquer, mais il le dit. Il dit que de toutes les manières, par rapport à l'analyse qu'il fait de l'Occident, et en particulier donc des États-Unis, ainsi que de la Russie, mais surtout des États-Unis, les États-Unis ne peuvent aller que dans donc les États-Unis et leurs inféodés vassaux. Après, ça dépend dans quel ordre, parce que ce que les Israël, bref. Mais en tout cas, tu vois, c'est lié, parce que de toute façon, c'est l'Occident. Ne peuvent aller qu'au devant de davantage de brutalité et de violence. S'il y a un choix entre moins de violence, plus de violence, ils opteront toujours pour plus de violence. Et pourquoi ? Ouais, putain, c'est exactement ce qui se passe, quoi. Oui, exactement. Parce que regarde, justement, tu sais, quand ils ont tué le leader du Hamas, justement, en Iran, donc l'Iran a dit qu'elle va réagir, etc. Bon, elle a rien à faire, mais bon, ça c'est... Mais il y a des explications, il y a des analyses là-dessus. Pareil, ça aussi c'est super important. Chose que les médias occidentaux se gardent bien de dire, le Hezbollah, au lendemain des bombardements incessants israéliens sur Gaza, en fait, ont effectivement lancé des roquettes, des missiles
En Israël. Uniquement et exclusivement des cibles militaires. Et même d'ailleurs, le plus souvent dans toute la première phase, c'est-à-dire pendant au moins les 6 premiers mois, parce qu'on arrive quasiment à 1 an. Ouais, voilà, tu te rends compte, dans une semaine et quelques. Ouais, exactement. C'est terrifiant. Vraiment terrifiant. Ouais, c'est chaud de ouf. Et le Hezbollah, au moins, dans les 6 premiers mois, quasiment, ils n'ont tiré même que du matériel militaire. Il n'y avait même pas de soldats. C'est dans la deuxième phase où des soldats ont été touchés. Aucun civil n'a été touché. D'où la petite, la petite carte qui sort du chapeau sur l'école, là. Oui. Tu vois, et qu'à la fin, il y a eu une enquête, et non, en fait, c'est pas eux, hein. Pour essayer de légitimer les frappes ensuite qu'ils ont faites. Quand ils ont sorti les... Tu vois. Donc, en gros, le problème, c'est bien ça. C'est que nous sommes, en fait, dans une situation d'effondrement généralisé de l'Occident, pour une raison très simple, parce que, en réalité, l'Occident, elle a au minimum, pour être le plus posé, elle a cultivé 2 faces. Une face dite civilisée, civilisationnelle, donc c'est tout ce qui est droits de l'homme, démocratie libérale, liberté, égalité, etc. Ok ? Donc tangiblement, tu le vois quand même quand tu es sur Paris, quand tu es à Londres, quand tu es à New York, etc. Tu le sens que ouais, il y a un truc, il y a une société civile, il y a un espace de liberté, on respire et tout ça. Ouais, il y a des institutions, voilà. Ok. Mais en réalité, il y a une autre face qui a toujours été là, c'est celle d'une cruelle brutalité, grâce à laquelle ils ont pu ponctionner et exploiter et les ressources et les positions géographiques et les faiblesses de plusieurs nations du monde. Donc, tu vois, donc à un moment donné, sauf que, en quelque sorte, sans rire, on pourrait même se dire que il y avait une forme de tendance chez les êtres humains qui composent cette planète, limite, je vais le dire un peu comme ça, mais de pardonner à cet Occident le fait qu'il mettait toujours en avant cette face civilisée, droits de l'hommiste, etc., émancipatrice, bienveillante. Tu vois, avec toujours les bonnes doses de soft power, Hollywood, etc. Ouais, bien sûr. Mais à un moment donné, là, en fait, le masque de cire fragile est en train de fondre. Totalement. Et ils font par le fait qu'on arrive aux limites, parce que et là, t'as deux déterminants, au minimum, et t'as 2 déterminants, en fait, à cet effondrement. Todd le montre bien, et moi, je vais un peu le prolonger. C'est qu'il y a la question, effectivement, économique, qui est étroitement liée à la question de corruption. En fait, donc, en gros, tu vois, l'itinéraire, c'est que, regarde le truc dingue. Les pays occidentaux se sont enrichis en exploitant les autres pays. Ouais, c'est pas on a juste des idées. Non, ils ont exploité les autres pays. Ah bah totalement. Ils ont structuré une économie assez forte pour essayer de tenir, etc. Et même devenir puissants. Ce qui leur a permis d'avoir des armes, etc. Sauf que tout ça a créé davantage d'attrait pour le pouvoir occidental. Comme ça a créé de l'attrait pour le pouvoir occidental, la prédation pour ce pouvoir a augmenté. Or, cette prédation, donc, se fait forcément au détriment de la démocratie. Même si tu utilises en gros, tu vois ce que je veux dire ? C'est ce que dit très bien Ibn Khaldoun. En gros, il dit que si un poste politique avait plus de responsabilités que de jouissance, personne n'en voudrait. Hein. Tu vois ce que je veux dire ? Si avec des responsabilités, ton taf, c'est de t'occuper de tout un peuple et de faire en sorte que tout le monde se mette bien. Et que si jamais tu foires, tu vas te faire défoncer. Ouais. Mais personne ne veut ça. Personne au monde ne veut ce poste-là. C'est vrai. Tu vois, à part des grands fous, hein, comme Sankara, comme Che Guevara, etc. Ça existait des gens comme ça. Hein. Mais à la fin, justement, le problème, c'est que s'ils sont 2 fois trop... Il faut être archi gentil. Enfin, ça fait très mignon quand on dit comme ça, mais ça veut dire qu'il y a une question de conscience du peuple, de conscience de soi, et du peuple, et de ce que tu veux pour toi et les autres, qui est très aiguë, qui est très forte, ce qui fait qu'à ce moment-là, tu te retrouves même dans les angles morts. Le fait que Che Guevara n'imaginait pas une seule seconde qu'on veuille le tuer. Ouais. Peut-être que si, mais il s'est dit, mais vas-y, je vais rien faire. Ouais, voilà, c'est ça. Donc à la fin, il se fait tuer. Sankara, pareil. Moi, j'en suis certain qu'il se doutait bien que son pote était pas fiable. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? C'est ça. Malcolm X aussi le savait, entre autres, tu vois. Donc, quand le pouvoir devient attrayant, il peut plus être démocratique. C'est pour ça que en Scandinavie, pourquoi ça tient plutôt bien les démocraties actuellement en Scandinavie ? Tu vois, on en a parlé. Ouais, bien sûr. Parce qu'ils sont sans pitié. Ah oui, par contre. Tu vois, tu déconnes, mais tu te fais défoncer. Oui, là-bas, il y a une députée, je crois, qui avait acheté
Genre pour 7 euros de course à titre perso avec la carte de sa fonction. Sa fonction d'émission. Mais en vrai, on pense que c'est les Scandinaves, ils sont un peu... C'est Chris Prols, ils sont à fond dedans. Non, mais non. C'est parce qu'ils le savent. Mais en fait, tout le monde le sait. Si tu lâches ça, si tu lâches ce genre de réglementation, ton pouvoir démocratique ne le sera plus, inévitablement. En gros, ce pouvoir démocratique va devenir une rente, un espace d'intérêt qui attire toutes les convoitises. Et tu pourras maintenir... T'inquiète pas, le vote pourra se poursuivre. C'est pour ça que des fois les gens n'aiment pas entendre des discours comme le mien et je suis absolument pas le seul à le dire sur le scepticisme qu'on a même sur le vote et la démocratie représentative, parce que les gens ils mangent bien. Député à 5 000 balles par mois minimum, tu manges bien. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas des gens honnêtes parmi les députés. Elle avait pris le taxi avec l'argent du peuple pour aller au Parlement. D'accord. Moi j'avais entendu une histoire de course. Mais il y en a eu plusieurs. Mais tu sais, pour aller au Parlement, en plus c'est pour le taf. Mais tu sais, c'est truc de fou. En plus t'as accès à toutes leurs dépenses et tout avec leurs cartes et tout. Mais c'est en gros, tu vois, c'est normal. Parce qu'encore une fois, si tu enlèves ça, tu te souviens, on en a parlé, je sais pas si tu l'avais interviewé, mais en tout cas tu l'avais rencontré. Monica Saint-Charlot Non, Pasco. Non, je l'ai rencontré. Tu l'as rencontré, voilà, tu l'avais rencontré. Philippe Pasco, c'est incroyable son livre. Le cumulard, le recordman, 42 mandats. Mais tu vois, pour ça. Et le mec, il a pas l'air inquiété du tout. Ouais, bien sûr. Il a l'air très, très, très pépouze. Et le problème, c'est que je pense que l'exemplarité des responsables politiques, des hauts fonctionnaires de l'État, elle est essentielle si tu veux que tu aies une démocratie qui fonctionne, et parce que c'est un poste représentatif c'est ça qui t'oblige. Ouais, et donc si tu veux être crédible quand tu prends la parole face au peuple, t'es obligé d'être exemplaire. C'est exactement ça. Et tu vois justement, mais regarde, donc si tu n'as plus cette rigueur là, et donc en gros finalement faut le dire crûment, les mecs qui vont se représenter, c'est pour bouffer. C'est que pour bouffer. C'est pour ça qu'on les appelle les professionnels de la politique. Exactement. Ça faire des carrières. Exactement. Et ça, la frontière entre ça et la corruption, mais c'est même pas les poreuses. Il y en a quasiment pas. Ouais. Parce que, en gros, on pourrait se dire, vas-y, mais parce que ça, c'est par exemple, c'est un peu le logiciel de droite. Vas-y, il se met bien, c'est normal. C'est chiant, c'est machin, etc. Études, voilà, poste, tout. Et puis on est une démocratie qui se respecte, c'est normal. Mais avec cette croyance qu'il ne va faire que manger. Mais c'est pas ça le problème. En vrai, c'est pas ça le problème. C'est des abus de pouvoir qu'il va y avoir. Une, et deux, c'est qu'il y en a un qui va lui dire, mais toi t'aimes bien manger, non ? Bon, tu veux que je te propose le double de ce que tu as ? Même le triple, voire plus que tu peux imaginer. Je te fais ta retraite. Ah ouais ? Mais qu'est-ce que je dois faire ? Tu restes à ta place. Tu restes dans ce poste-là. Par contre, tu vas faire passer des lois gentilles pour moi. Comme quand j'ai repensé récemment le fait qu'on ait remis en place un insecticide qui tue les abeilles. Tu vois, c'est sous Macron ça. Tu vois, le BlackRock, n'en parlons pas. L'ISF. On le supprime. Ou alors Fabius, qui est la loi sur la défiscalisation des œuvres d'art. Il s'avère que dans sa famille, tiens, on en a plein. Parce qu'il est passionné d'art lui aussi. Comme Arthur, passionné d'art. Ouais. Son art, c'est sa passion. Mais du coup, comment on raccroche le wagon là ? Parce que j'avoue, on a fait une petite digression sur la responsabilité. Justement, parce que la question politique, c'est pour te dire justement qu'à un moment donné, donc tu te corromps, tu bouffes, tu commences à déborder, tu détournes les fonds. Hashtag Chirac, tout le monde. Vraiment en mode tout le monde. Il n'y a pas de couleur là-dessus. C'est abusé de ouf. Mais parce que tu vois, en gros, l'occasion est trop belle. Même à l'EFI. Mais des doses, ça va pas. Chico, ouais. Et donc... Kirikou, le mec connaît pas son blaze. Et donc, tu fais ça. Mais cet argent, il vient d'où ? De la population. Ouais. Donc, ce que tu fais, en fait, à un moment donné, tu te dis, mais ça va se voir. Et puis d'un coup, tu remarques que ça se voit pas trop. Tu vois ou pas ? Ah, mais non, ils ont pas accès au compte. Ouais, exact. Et puis après, tes potes, etc., ils disent, non, mais t'inquiète pas, je vais m'occuper des médias. Ah ouais, donc du coup, plus personne ne saura ce qu'on fait. Ouais. Ok. Et le pire, c'est qu'on en apprend régulièrement. Donc, c'est quoi la marge de ce qui se fait et qu'on n'apprend pas, tu vois ? Laisse tomber. Et attends. Donc voilà, on détourne. Ok, mais le problème, là aussi. Donc tu prends chez les gens. Donc c'est précisément ce qu'ils font, hein. Mais après, sauf que si vous faites ça, l'économie, elle suffoque. Donc à un moment donné, l'économie, elle commence à s'éteindre. Et il continue. Mais elle s'éteint. Donc on va faire quoi ? Et c'est là que les thématiques cheloues apparaissent. C'est le deuxième pan. Donc t'as le truc de l'économique, qui est lié au pouvoir politique, mais le deuxième pan, c'est l'idéologique.
le philosophique en quelque sorte. Et Todd parle même de religion. C'est-à-dire qu'à un moment donné, justement, il y avait une forme de conviction. Tu vois, par exemple, quand il y avait cette conscience de l'État, entre guillemets, même chez De Gaulle, même si on est complètement opposé à sa vision du monde et de la France, mais il avait une idéologie. Totalement. Tu vois, comme tu parlais de Georges Marchais, pareil, il avait une idéologie, il y était fidèle, parce que Roussel, il n'est pas communiste. Hein. Non, rien du tout. Lui, il n'est ni communiste, ni socialiste. Il est quoi, lui, un rachot ouais, il est con, surtout, mais voilà. Et surtout, opportuniste. C'est tout, en fait. Lui, ça y est, il a faim, tu vois. Il est avec son tombeau, il a faim, tu vois. Vraiment, c'est ça le truc. Il a trouvé... Oula, mince, j'ai mis le pied sur une caméra. Il a trouvé un parti, en fait, qui il s'est dit, bon, bah, je viens et je vois. Il y a de la place ici. Ouais. Bah, oui. Vous avez personne ? Ok. C'est un classique, hein. C'est comme Ségolène Royal. Ségolène, ouais. Apparemment, après l'ENA, c'est un classique. Hein. Tu choisissais selon les opportunités. Il n'y a pas de place ici. Je pense que Philippot, même, c'est pareil. Oui. Parce que c'est le premier énarque qui arrivait c'est ça, au FN, je crois. Oui, il me semble. Je crois. Oui, parce qu'il y avait Maigret. Mais Maigret, je sais pas s'il Bruno Maigret, je sais pas s'il avait fait l'ENA. Mais c'est lui qui était la tête pensante. Mais Philippot, quand il est arrivé, je pense que c'était pareil. Opportunité. Évidemment. Et donc, tu vois ça. Et c'est là qu'arrive justement l'idéologique, parce que déjà, il faut se couvrir. Mais eux, en gros, ça, ils ont plus de conviction. Ça devient nihiliste. Et ce nihilisme-là, ben, en gros, c'est t'es en train de faire ton braquage. Tu vois, si tu veux, dans tous les différents films que tu connais sur les braquages, on a bien ce contraste. Le braqueur complètement fonce-dé et fou, et pas très outillé là-dedans, et le braqueur smart. Ouais. Tu vois ou pas ? Qui fait le plan. Qu'est-ce que dit... En gros, vraiment, sans rire, ça peut sembler super caricatural, mais en fait, franchement, c'est pas une blague. Ben, Todd dit que la situation fait qu'il y a de moins en moins de braqueurs smart. En fait, en gros, le smart, il commence à plus tenir. Il commence à ne plus se contrôler. Il se lâche. Il a plus de valeur. Tu vois, il y a plus ce côté, gentleman. Ah ouais, clairement pas. Et là, en gros, c'est là qu'il dit, son refuge, du coup, c'est la violence. C'est la violence. On éborne les gilets jaunes. Tu vois, 1000 détentions. 1000 condamnations pour des gilets jaunes. Ça s'appelle de l'emprisonnement politique. Hein. Alors oui, on va dire oui, dégradation et tout, ouais, mais bon. Hein. Pareil pour éviter avec la révolte urbaine pour Naël. Les peines complètement ahurissantes. Ouais. Eh bien, en fait, tu vois, tout ça, ça se craquelle et donc ça transparaît au niveau international et en particulier sur le Moyen-Orient. Parce qu'en plus, quand on coche l'option déshumanisation des Arabes, ah oui. Tu sais, mais rends-toi compte, il faut se rendre compte quand même de la couverture médiatique occidentale lorsqu'il y a eu les attentats de Madrid, les attentats de Londres, les attentats de Paris, c'est Saint-Michel. Ouais, c'est vrai. Et ce qui est choquant, dans le sens choquant, j'ai envie de dire dans le sens noble du terme, c'est quand tu vois le nombre de morts et que tu dis ah oui, c'est grave. Et après tu fais, bah alors du coup tout à l'heure, il y a eu combien de morts? Et c'est quoi la couverture? Ouais, qu'est-ce que vous en faites? Tu vois, mais non, mais c'est le déni. Ouais. Mais il te parle technique. Tu sais, c'est le divorce de Patrick quand tu fais moi c'est de la technique de précision. Moi. Moi c'est de la grosse technique de précision. C'est au folle de Cruffray. Quand tu parles de c'est limite parce que c'est le technique. Comme le nucléaire. Voilà. Déjà c'est beau. Tu vois, le champignon comme ça. C'est beau. Tu vois, bah oui. Et puis derrière, tu passes la lave. Un coup de balai, tu manges. Mais c'est ça. En fait, mais quand regardez les titres. Regardez les titres de la presse. Justement, tiens. J'ai un titre là de la 20 minutes. C'était sur une attaque d'Israël sur Gaza. Ils avaient mis à Gaza 10 membres de la même famille tués par une bombe. Le bébé survit. Et le titre... Tué par une bombe, hein. Tué par une bombe. Ouais, c'est la bombe, elle a cherché, elle a dit. Elle est où la famille? C'est des bombes sauvages, tu connais pas? Moi j'ai vu Mario. Voilà. C'est dans Mario, en fait. Qu'ils ont des ailes, tu vois. Et quand ils bougent comme ça. C'est ça, en fait. En fait, on s'est trompé. Tu t'es trompé de monde, tu pensais que c'était Dragon Ball Z, mais en fait, c'est Mario. Non, on est dans Mario. Et une tragédie et un miracle. Et regarde le titre. Tragédie. Une tragédie, 3 petits points et un miracle. Et là, à Gaza, 10 membres de la même famille tués par une bombe, le bébé survit. Et Bruno Attal qui met 20 minutes et le Hamas se ressemble beaucoup. Alors lui, il a rien compris. Et t'as tous les gens qui disent une bombe balancée par qui? Ouais. Et moi, j'avais retweeté en mettant ça. Je fais oui, mais c'est une bombe de qui? Oui, exactement. Précisez, hein, parce que si ça avait été des mecs du Hamas qui avaient tué une famille d'Israéliens, évidemment, ils auraient bien précisé. À juste titre. Ouais, et à juste titre, ils auraient précisé un missile du Hamas, machin. Et là, une bombe sauvage. Ouais. C'est comme dans Pokémon. Ah, une bombe sauvage est apparue. Ouais, voilà. Là, le combat commence. C'est ça. Et elle évolue en fait. Il y a bombe flamèche, bombe.
Non, mais c'est des trucs de... Tu te rends compte, c'est quand même super grave. Non, déshumanisation. Déshumanisation. Tu sais, limite... Non, mais là, en plus, un miracle. C'est le miracle de Noël. Ouais. Voilà. Parce que, en gros, c'est un conte de fées. Il a survécu à une bombe. Tu fais... Mais parce que c'est normal de survivre à une bombe, en fait, déjà. Oui. Tu sais, bravo. Tu as réussi l'épreuve. Ouais, grave. Tu as survécu à une bombe. En plus, chapeau, au final... Là. L'article, il est même pas sur le fait qu'il soit fait bombarder. Hein. L'article, non, normal. Il est sur le miracle. Non, mais voilà. Miracle. Alors qu'ils étaient chez eux en train de dormir. Est-ce que c'est normal, ça? Ouais. Tu sais, mais vraiment, c'est... Tu vois, regarde, il y a écrit la petite fille âgée de 3 mois serait la seule survivante d'une famille palestinienne décimée par une frappe israélienne. Ah bah, ils l'ont mis dans la petite... Ah, mais par une frappe israélienne. Une frappe israélienne à Khan Younes, dans le sud de la bande de Gaza. Non, monsieur n'est pas une frappe israélienne, c'est un premier ministre. C'est Netanyahou. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais c'est ouf. Mais ouais, sur le... Mais regarde, je sais pas, regarde les titres pour Beyrouth, tu vas voir. Regarde dès maintenant, tu vas voir. Vraiment, tu vois, tu fais actualité, tu vas voir les titres. Regarde, ils vont te dire une puissante... Limite, ils vont dire une puissante explosion. Ouais. Comme ça, tu sais, là, explosion. Comme ça, 6 immeubles ont disparu. On était là, on était sur Google Maps, puis d'un coup, on n'a plus vu les immeubles. Ah, ça, c'est le facteur qui a dit je peux pas donner le courrier parce qu'il y a les immeubles, il y a plus d'immeubles. Pouf pouf, il est parti. Donc comment on fait? Disparition d'immeubles au Liban, vont mettre ça. Voilà, non mais je te jure que limite ils voudraient dire ça. Les immeubles ont fugué. Voilà, c'est ça. Ils sont instantanément évaporés. Il y avait une vidéo là je crois que Macron il est au Liban là. Non, il est en déplacement au Canada. Et il y a une femme qui lui a dit j'ai perdu ma fille. Si vous ne pouvez pas agir, vous devez démissionner. Vous êtes l'allié d'Israël. Vous avez du sang sur le main. Et elle lui explique qu'elle a perdu sa fille et il s'est senti trop mal. Il essaie de je sais pas si... il l'a fait sans... Non, mais c'est pas sans... C'est un droïde, hein. C'est 3PO, hein, le mec. Ouais, c'est vrai, j'avais oublié. Dans la nuit, des musulmans sunnites libanais accueillent des centaines de chrétiens libanais qui ont fui... Ah tiens, les chrétiens libanais. Les chrétiens d'Orient. Tu sais, là, on les voit. Avec le Noun. Avec le Noun, c'est ça le symbole? Noun, ça vient de Nassara. Ah, ok. Ils ont tous les De Villiers, les Boutins, etc. On les a pas entendus là concernant les églises des chrétiens d'Orient qui ont été détruites par qui? Ah, par une bombe. Par une bombe. Une bombe sauvage. Une bombe sauvage est apparue dans la région. Exactement. Non mais vraiment, on joue à un grand jeu Mario Bros en fait depuis le début. On n'était pas au courant. Et le pire, c'est que, pareil, là, tu les entends pas se plaindre. Par contre, dès que ça va être des musulmans, des arabes, là, tout de suite. C'est eux, c'est leur faute. Ouais, regardez, les chrétiens d'Orient, personne n'en parle. Ah, ça. Là, on en parle, nous. Ah, bah oui. Par contre, oui. C'est bizarre. Pardon? C'est très calme, disons. C'est très calme. Non, mais c'est des choses qui arrivent. Genre, tu les vois, ils changent de discours. C'est un incident. Tu sais, quand on sort d'une messe, parfois, ça peut être un peu dangereux. Après, ils vont dire c'est la faute aux Arabes. Mais c'est pour ça que... Et donc, d'ailleurs, c'est pour ça que je recommande vraiment... Donc, c'est à citer. Juste pour reciter, parce que ça, resituer, c'est super important. Donc, la sociologie politique du Moyen-Orient, Hamid Bouzarslan, c'est un très très bon livre. L'histoire du Moyen-Orient, de George Corm. C'est un auteur historien libanais qui est décédé il n'y a pas très longtemps, paix à son âme. Et il a fait surtout un excellent livre récemment que j'ai adoré. C'était Pensée et politique dans le monde arabe. C'est un très 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 bon livre. Vraiment. Si cette thématique vous intéresse, je ne peux que trop vous le recommander parce que c'est un livre trop bien fait, vraiment, quasiment complet et presque frustrant parce qu'il n'est pas trop complet, dans le sens où on aimerait trop qu'il continue, qu'il ait d'autres tomes. Il y a le Moyen-Orient éclaté, le prochain Orient éclaté, de George Corm, du même auteur. Faut lire François Burga, avec l'islamisme en face et l'islamisme à l'heure d'Al-Qaïda, parce que d'ailleurs la couverture d'Al-Qaïda, de ce livre-là, l'islamisme à l'heure d'Al-Qaïda, c'est une photo du Hezbollah qu'il a prise lui-même, parce que lui il fait des entretiens directement avec les leaders. Ah oui, d'accord. Et oui, parce que en gros, c'est quoi l'enjeu? Là, pour le coup, c'est ni justifié, ni quoi que ce soit, on rentre même pas là-dedans, déjà on n'a pas le temps et ça sert à rien, mais c'est surtout en fait de comprendre le point de vue des acteurs. Parce que c'est quoi le problème que pose justement l'Occident aujourd'hui dans sa manière de faire? Et surtout de parler de ce qu'elle fait. C'est que, une, elle invisibilise, et deux, elle déshumanise en enlevant toute forme d'intention logique de celui qui est en face. Tu vois? C'est-à-dire que, en gros, c'est la même chose. C'est les Arabes, ils frappent, et on sait jamais pourquoi. Tu vois? C'est aveugle, c'est barbare, c'est méchant, c'est ignoble, c'est vicieux. Mais ces textes-là, ils datent depuis le début de la colonisation. C'est même bien avant. C'est un classique ignoble. Maintenant, le truc, c'est quoi? C'est que revenons maintenant sur la question du contexte et ce que ça implique. Pourquoi cette frappe d'aujourd'hui, d'il y a quelques heures,
Donc, dans le QG, en fait, c'est dans des bâtiments où il y aurait l'un des QG, en tout cas, du Hezbollah. Ouais. Il y a écrit le porte... Là, je suis sur l'Orient le jour. C'est un truc libanais. Ouais. Ils disent le porte-parole arabophone de l'armée israélienne a émis sur X de nouveaux ordres d'évacuation aux habitants de la banlieue sud de Beyrouth, se trouvant selon lui à proximité d'immeubles où le Hezbollah serait déployé. Il dit qu'il a émis une alerte ? Ouais. Parce qu'il sera à proximité d'immeubles où le Hezbollah serait déployé. Il a émis cette alerte quand, en fait ? Il y a 14... Enfin, ça date de 14 minutes. Ouais, parce qu'il l'a jamais dit, en fait. La preuve, c'est que même les États-Unis n'étaient pas au courant. Peut-être là, non, mais là, c'est pour les prochaines attaques. Sûrement. Oui, parce qu'il va continuer. Bah oui. Pourquoi s'arrêter en si bon chemin ? Les États-Unis prendront toutes les mesures nécessaires si leurs intérêts sont attaqués au Moyen-Orient, assure le secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Oh, les pauvres. La voie de la diplomatie reste ouverte au Proche-Orient, dit-il également. Après te mettre une grosse tarte dans ta gueule, on te dit, mais je veux bien continuer de discuter avec toi. Attends, je t'en remets une. Mais je suis toujours prêt à t'écouter. Comme avec la scène du huissier, là, dans... Exactement. T'as fait mai 68, toi. T'as fait mai 68. Mais il est méchant. Il est méchant. Je suis charmenté. Hein. Ouais. Ils disent que plus rien ne sera désormais comme avant en bombardant avec cette intensité la banlieue sud. Israël a fait le choix d'une guerre totale avec le Hezbollah. Voilà. C'est là on arrive sur un point important d'analyse. Justement, c'est là où je voulais en venir. C'est que, littéralement, en vrai, les agressions sont outrageuses de la part d'Israël. Bon, c'est pas nouveau. Sauf que là, c'est beaucoup trop, là. Ça commence à être trop. Regarde, ça vient même de la bouche d'un Américain. Attention, hein, suprémaciste, ce que tu veux. Il dit, parce que tu te rends compte que les frappes, là, les frappes israéliennes au Liban, depuis donc 4 jours déjà, non, une semaine, 700 morts. Ça va, les gars ? On vous dérange pas trop ? 700 morts, dont 35 enfants minimum. Donc, et le mec américain, l'américain, il dit quoi ? Il dit, quand un truc il fait 700 morts, là, le terme approprié, c'est une guerre. Bon, non, en vrai, le terme approprié, quand on est un être humain normalement considéré, c'est un massacre. C'est du terrorisme de masse. C'est énorme. Mais c'est du terrorisme astronomique, en fait. C'est du terrorisme industriel. Parce qu'il n'y a aucun groupe terroriste qui est capable de faire ça dans les termes officiels de l'Occident. Mais bref, par rapport à ça, donc tu vois, justement, ils ont fait ces frappes-là. Pourquoi ils ont fait ces frappes-là ? Officiellement, ils disent que c'est par rapport aux requêtes que fait le Hezbollah. Mais c'est intéressant. Le Hezbollah n'a pas fait de morts comme ça. Donc regarde la proportion. C'est toujours le même principe. C'est toujours le problème de... Mais qu'est-ce qu'ils veulent en réalité ? Ils veulent pousser dans ces retranchements l'Iran et le Hezbollah pour qu'ils rentrent, eux, dans une guerre totale. Pour qu'ils perdent patience et qu'ils pètent les plombs. Pour pouvoir justifier... Et pour justifier quelque chose d'encore plus flippant et plus grave. Or, justement, la stratégie qui est toujours qui est pour l'instant celle du Hezbollah ou de l'Iran et même de l'Irak et du Yémen, c'est de jouer sur le principe d'une guerre d'attrition. Parce qu'ils ont comme horizon la logique d'une indépendance complète de la Palestine dans la même logique que celle de la guerre du Vietnam. C'est-à-dire laisser les phases avancer doucement pour que l'économie israélienne, elle va décéder. Oh, c'est déjà chaud. Hein. Bah, tu vois, l'injection de 8 milliards, tu crois que c'est du bonus ? Non, là, on est sur de la rustine. Hein. On commence à sortir la rustine. On commence vraiment à sortir la rustine. Il y a un économiste israélien qui m'a pas l'air très sioniste, pour le coup, qui a fait une analyse en disant « Non, ça va pas, là. Ça va vraiment pas du tout. Là, ça va s'effondrer réellement, très sérieusement. » Et ça... Parce que déjà, l'économie israélienne commence à décliner de péricliter de ouf, là, déjà. Bien sûr. Le tourisme, mort. Ouais. Les ports, c'est bloqué. Parce que le Yémen fait les Houthis, bien sûr. Il continue toujours. Ah oui, ils ont envoyé un sol-sol il y a quelques jours. Un missile sol-sol directement sur Tel Aviv. Les gars, ils rigolent pas. Hein. Ah non, ils rigolent pas. Les Houthis, ils rigolent pas du tout. Donc tu vois, en gros, c'est extrêmement bloqué. Sauf que, justement, donc, qu'est-ce que veut faire Israël avec l'appui américain, évidemment, c'est de provoquer. C'est pour ça que... Parce que regarde, réfléchissons encore une fois. Pourquoi vous voulez tuer le leader du Hezbollah ? Pour empêcher les roquettes de toucher Israël ? Parce que c'est que lui qui est responsable de ça. Si lui il meurt, ça s'arrêtera. Ouais. Ça n'existe pas, ça. Tu sais, derrière, ils sauront plus quoi faire. Ouais, on n'avait pas prévu. Bon, moi, je rentre chez moi. Allez. Pizza. Pause-déj, les gars. Voilà. Pause-déj. Ah oui. En gros, c'est quoi la logique ? Et surtout quand tu fais un massacre pour et tu crois que là, les gens qui ont perdu leurs proches et tout, ils vont penser quoi à la fin de la guerre ? Bon, bah c'était une bonne guerre. Hein. On s'est débarrassé sans rancœur. Sans rancœur. Hein. Bah, j'ai plus de maison, j'ai plus de famille, mais sans rancœur. C'est pour le beau geste. Parce qu'en tout cas, c'est un coup de maître. Voilà. Frappe chirurgicale. Hein. Précise.
C'était puissant. C'était vraiment puissant. Mais moi, à un moment donné, j'étais bluffé. J'étais là. Je dis, ils savent faire des choses en grand quand même. Ah oui, ouais. On peut leur retirer ce qu'on veut. Les Houthis ont aujourd'hui mené une attaque en mer Rouge contre des frégates américaines. Ah oui, cette attaque au carré. Non, mais ils ont fait reculer un porte-avions américain. Ah, mais c'est des pirates, genre One Piece. One Piece de ouf. Ah, dans les saisons auxquelles je suis pas encore arrivé. Ouais, voilà, c'est ça. Ah non, mais vraiment, littéralement. Bassem Youssef, il a parlé, ça date du 24 septembre, il a dit la Palestine hier, le Liban aujourd'hui, le Moyen-Orient tout entier demain et la planète entière après-demain. Parce que, si nécessaire, le monde entier doit être détruit pour la sécurité d'Israël. Oui, on en est là. On en est là un peu. Bien sûr. On en est là. Bien sûr, mais c'est absolument le cas. C'est flippant en vrai ce qui se passe. Et c'est terrible si les gens ne se rendent pas compte. Quand je dis les gens, je parle de tout le monde. Ouais. Si les gens ne se rendent pas compte que... Mais en fait, tu te rends compte de l'existence d'un pays qui, parce qu'il juge que son ennemi... Tu sais, vas-y, je me prends même pas la tête. J'ai pas envie de débattre sur pourquoi c'est ton ennemi. D'accord, vas-y, c'est ton ennemi. T'as même raison de penser que c'est ton ennemi. Mais un pays qui considère que pour tuer son ennemi, il peut éclater 700 personnes innocentes. Enfin, je veux dire... Je suis même pas sûr qu'il y ait 700 membres du Hezbollah. Mais non, mais enfin, si, c'est une grosse armée. C'est une grosse armée. Si. Ah ouais, si. C'est même, elle est même quasiment plus puissante que l'armée libanaise elle-même. Enfin, donc ouais. Ouais, si. Okay. Ouais, il y a de la ressource. On parle en milliers, en dizaines de milliers. Okay. Mais bref, mais tu vois, donc tu tapes des civils, mais en gros, c'est-à-dire que t'es en train de nous communiquer que si dans n'importe où dans le monde, il y a un endroit où tu estimes que ton ennemi s'est caché, je vais tout raser, moi. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que lui, son objectif, c'est niquer son ennemi. Ouais. Donc, si t'es à côté, bah, c'est pas de bol parce que lui, il va niquer son ennemi, en fait. Hein. Ouais. Mais c'est littéralement ça. Et personne pour l'arrêter. Bah, c'est ça. Personne pour dire, oh, du calme, là. Et en fait, tant que leur conseil de sécurité est pété, là, ils donnent un veto... déjà, le système de veto, enlever ça, en vrai. Oui. Parce que sinon, ça sera à quoi de faire un conseil de sécurité ? Oui, avec un vote. Avec un vote, tu peux bloquer le truc. Bah, au bout d'un moment, c'est drôle, ça. Tu dis, la démocratie, c'est possible de faire ça ? Ouais. Il semblait que normalement, si c'est la majorité, ça passe, non ? Ouais, c'est ça. Vous avez pas l'air très confiant de votre système. Hein. Ouais, c'est ça. Tu vois, c'est grave, mais c'est très, très grave. Et c'est vrai que là on est dans une phase très complexe, très tendue. Où dans cette immense partie d'échecs, il y a, comme on dit, justement, le Sud global avec l'Orient qui est représenté et qui est dont en tête, justement, des factions et des groupes armés arabes et musulmans, mais pas que, d'ailleurs, pas que, parce que ça aussi, c'est important de le souligner, qui, en fait, sont en train de mener une sorte de lutte vis-à-vis, justement, de l'Occident mondialiste impérial, qui en a rien à qui de qui que ce soit, qui est dans le fait de sa puissance, et qui se dit, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vois, regarde les Américains qui disent, nous sommes prêts à défendre nos intérêts. Mais déjà, qu'est-ce que foutent tes intérêts dans la région ? Tu n'as pas demandé leur avis aux peuples qui sont sur place, hein ? Déjà d'une. Et de deux, tu sais, j'ai peur qu'on s'attaque à mes intérêts. Bah, tu devrais retenir ton clébard, en fait. Bah, c'est ça. Tu sais, il mord tout le monde à un moment donné. Il mord tout le monde. En fait, c'est une très belle métaphore, très belle analogie. C'est que t'as les États-Unis qui a un chien qui est violent, qui mord tout le monde, et que toi, pour régler le problème, tu l'aides à tuer les gens qu'il a mordu. Ouais, exactement. Il m'a mordu votre chien. Allez hop. Bah, comme ça, il te mordra plus. T'auras plus mal. Ah, alors... j'ai pas d'autre choix, moi, parce que lui, il est comme ça. Moi, c'est comme ça. Hein. Ouais. Mais c'est ça. C'est vraiment ça dont il est question. Et là, on est vraiment dans un élément de tension qui est extrêmement important. Maintenant, c'est la question c'est vrai, c'est l'agentivité. Comment vont-ils réagir si... Alors attention, précisons quand même un truc important. Nasrallah, donc c'est le leader du Hezbollah, c'est pas tout à fait n'importe qui, parce que d'ailleurs on l'appelle Sayyid Hassan Nasrallah. Pourquoi on l'appelle Sayyid ? Parce qu'il est considéré, je l'ai bien considéré, je connais cette réalité, je peux pas le dire, il est considéré comme un descendant du prophète. Ah. Et chez les chiites, c'est extrêmement important un descendant du prophète. Ça l'est aussi chez les sunnites, mais chez les chiites, c'est très ancré dans leur dogme. D'accord ? S'il meurt, ça va être chaud. Ça va vraiment être chaud. Mais maintenant, encore une fois, ça va être chaud théoriquement. Mais dans la pratique... si c'est une partie d'échecs, comme on dit, tu retiens tes pions. Tu retiens ton jeu. Tu dis,
Non, je m'enflamme. En gros, je m'enflamme pas, je passe en F8, Ouais, c'est ça. C'est comme si tu participais à un jeu d'échecs, justement, avec un gros taré en face, quand c'est les États-Unis, par exemple, et que le mec, il t'insulte pendant la partie. Et t'as envie de t'énerver, en fait. Sauf que, si tu veux vraiment la gagner, faut pas s'énerver. Mais la tentation de s'énerver, parce que le truc affectif, franchement. Il y a quelqu'un qui dit un chiite descendant d'un prophète sunnite. Chelou, j'y crois pas. Non, c'est pas ça. Déjà, techniquement, le prophète, il est ni sunnite ni chiite, parce que ça, ce sont des éléments qui sont apparus après. Vraiment après. C'est-à-dire 3 siècles après pour le premier, pour le sunnisme, et un peu plus tardivement pour le chiisme. Donc, ce sont vraiment des catégories confessionnelles très, très, très tardives. En réalité, c'est juste un truc de filiation qui est, mon avis sur le sujet, c'est que c'est... Il y a autant de descendants du prophète partout dans le monde. Des fois, c'est sidérant. Donc, voilà, c'est pas... Et déjà, ils prennent ça très au sérieux. Moi, perso, je suis pas très convaincu de la quelconque véracité parce que les généalogies, on peut beaucoup jouer avec. Hein. Surtout à une époque où... on n'a pas d'état civil. C'est de la tradition. Pendant 5-6 siècles, on n'avait pas d'état civil. Vraiment, même longtemps. Donc, voilà. Déjà, ils croient beaucoup. Bon, voilà. Donc, moi, j'ai pas envie trop de perturber ça, parce que c'est pas le temps. Mais donc, potentiellement, eux, ils le voient. Mais ouais, voilà. Non, mais voilà, eux, ils sont convaincus de ça. Et ça pourrait vraiment soulever. Parce que je viens de regarder. Ça peut être chaud. Ça peut être vraiment très, très chaud. Il y a une martyrologie. En plus, il y a une martyrologie dans le schisme, particulièrement. Oui, parce que, rapidement, le schisme, d'un point de vue confessionnel structuré, tel qu'on le connaît aujourd'hui, parce que c'est une vieille histoire, mais en même temps, c'est tardif quand ça s'est développé. Justement, pour le coup, les descendants réels du prophète, Hassan et Hussein, qui sont en fait les petits-fils du prophète, d'accord, qui sont accessoirement en fait qui sont les fils de Fatima Zahra, donc c'est la fille du prophète, c'est vraiment la fille du prophète, et Ali, qui est le gendre, et le cousin du prophète, parce qu'il s'est marié avec Fatima. Tu vois, Fatima Zahra. Donc en gros, c'est une maison qui a grandi dans le giron du prophète, etc. Donc, c'est à l'unanimité des musulmans, sunnites comme chiites, c'est le summum de la bonté, de la piété, de la science, de la spiritualité, etc. Vraiment, de la bienveillance. Et il y a un immense respect autour d'eux, vraiment. C'est d'ailleurs pour ça que, enfin, je veux dire, Hassan, c'est le prénom le plus répandu dans le monde musulman, après Mohammed, tu vois. Et Ali, pareil. Et c'est des noms qui sont très chargés là-dessus. Sauf que, environ donc à peu près une trentaine d'années. Je suis fâché avec les dates, normal. Mais une trentaine d'années, donc en gros, ça se situe sur la fameuse question après la dynastie. En fait, pourquoi je dis une trentaine d'années ? C'est pas compliqué. C'est 2 avec Abu Bakr, donc le premier calife, 10 avec le deuxième calife, Omar. Ensuite, c'est 10 à nouveau avec Othman. 10 ou même un peu plus. Ça parle des Alévis dans le chat. Ça, c'est encore un autre problème. Je vais peut-être pouvoir l'aborder. Qu'on dit en arabe Alaoui, Alaouiyin. Alaoui, parce que c'est une lignée. Alors, non, justement. Au Maroc, voilà, c'est une confusion, parce que les Alévis, c'est davantage une doctrine limite sectaire. Limite sectaire, après, ça dépend des appréciations de chacun, qui voue littéralement un culte à Ali. Ali, le cousin du prophète. D'accord. C'est un peu une déviance. D'accord. Selon la majorité des musulmans en général. Les Alaouis, c'est les Alaouiyines qui considèrent descendre du prophète par la ligne d'Ali. D'accord. Tu vois, c'est un peu ça le truc. Et donc je te disais, donc on va une trentaine, en gros une trentaine d'années après la mort du prophète, il y a un usurpateur, donc il y a pas mal de sunnites qui sont pas d'accord avec ce que je vais dire. Ça, c'est pas un problème parce qu'il faut juste lire des bouquins d'histoire. Il y a un usurpateur qui s'appelle Muawiyah, parce beaucoup de sunnites considèrent que c'était un bon homme, une bonne personne. C'est pas le cas. Du tout. Lui, justement, va usurper le pouvoir et se proclamer, en fait, roi. Ce qui est une trahison dans la doctrine même du Coran. Pour l'époque, ça fait réfléchir. Et tellement c'est grave ce qu'il va faire, c'est qu'ensuite, il va faire ça par la force, et ensuite, il va imposer son fils, Yazid. En imposant son fils, il y a une révolte de la part des musulmans, du monde, en tout cas du monde de ce moment-là, qui vont s'opposer à lui. Et à ce moment-là, en gros, ils vont protester, il va mater ça dans le sang. Des personnages importants, des compagnons vont combattre aux côtés de ces rebelles, de ces révoltés, parce qu'ils ont raison. Mais malheureusement, comme Muawiyah a réussi à récupérer pas mal de thunes et pas mal de mercenaires étrangers, il va réussir à gagner pas mal de terrain.
C'est là qu'on arrive à la phase où c'est son fils qui prend le lead. Comme son fils prend le lead, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher à tuer les petits-fils du prophète. Il va les assassiner. Pour être le seul. Pour qu'il n'y ait pas de pour pas qu'il y ait de concurrence dynastique. Parce que toi, t'es le fils d'un usurpateur à 2 balles, et eux, c'est les petits-fils du prophète. Ouais, donc il faut pas que... Tu peux pas. Concurrence déloyale, là, gars. Tu vois? Et il va faire ça salement. Hein. Il va faire ça très salement dans une bataille en Irak, à Karbala. Il y a un pèlerinage jusqu'aujourd'hui chez les chiites. C'est là qu'une doctrine chiite va commencer à se cristalliser. Mais elle va mettre du temps à se définir. C'est parce que pour le coup, l'ensemble des musulmans, l'ensemble, va être du côté de la famille d'Ali, évidemment, du côté des descendants du prophète. Et d'ailleurs, ça va beaucoup emmerder les descendants de Muawiyah, donc les Omeyyades. Mais ça, je rentre dans des détails, ça devient un peu compliqué, c'est normal. Quoi qu'il en soit, le chiisme va se structurer autour de ça en disant que c'est une trahison de ne pas avoir défendu les petits-fils, et c'est une trahison de ne pas vouloir continuer à les commémorer et à lutter pour leur mémoire. Et c'est là que progressivement, ils vont dire c'est une question de foi, c'est une question de valeur que d'être fidèle à ça. Et c'est là qu'apparaissent deux éléments qui constituent la matrice du chiisme. La martyrologie. En gros, Hassan et Hussein, les 2 petits-fils, se sont sacrifiés pour la valeur de justice et pour la cause de Dieu. Donc, pour eux, le sacrifice, c'est trop important, quoi. Tu vois? Et donc, tu vois le délire de... Il meurt, machin, etc. D'ailleurs, il s'appelle Hassan Nasrallah. Enfin, tu comprends le truc, tu vois? Et, deuxième élément, c'est que il faut toujours se battre contre les usurpateurs. Et puis ensuite, il y a tout un élément doctrinal. Voilà. Donc, si Hassan Nasrallah meurt, pour eux, c'est encore un nouveau martyr dans la lignée de leurs martyrs, dans la lignée des sacrifices endurés par toute la lignée chiite et liée à la famille du prophète. Donc là, ça réveille les tripes, la foi, tout ce que tu veux, hein, vraiment. Donc là, franchement, il faut dire la vérité, s'il ne se passe pas des trucs de taré, faudrait vraiment réaliser que c'est un self-control qui est assez magistral. Mais je suis sceptique, honnêtement, parce que là, je viens de voir les membres du Hezbollah, il y en a peut-être 100 000 selon eux en 2021. C'est des estimations comme ça. Il y a quelqu'un dans le chat qui t'a dit alors, Dr H, si tu veux un jour, c'est Med 67 qui dit ça. Si tu veux un jour, on se téléphone et je t'explique ce que c'est les Alévis. Parce que dire que c'est quasiment sectaire, tu es dans le faux. Oui, non mais en fait, quand je dis quasiment sectaire, c'est pas une appropriation méchante, hein. C'est qu'en fait, d'abord par rapport à la taille, ce qu'on appelle la taille, le poids et la taille d'un mouvement, d'accord? Parce que c'est lié au mouvement Nusayrit qui effectivement a déployé une doctrine qui s'est établie surtout en Syrie et qui s'est prolongée jusqu'à la Turquie. Jusqu'à la Turquie, c'est pour ça aussi. Et en gros, là pour moi, hein, c'est vrai, pardon, c'est pas du tout péjoratif, hein, quand j'utilise le mot sectaire. Hein. Tu dis quoi, dans quel sens, toi? Dans le sens sociologique du terme. C'est-à-dire que comme on dit, c'est un phénomène religieux dont le poids et la taille est relativement faible et dont l'évolution démographique est beaucoup trop stable, voire presque dans un sens inverse, c'est-à-dire qu'elle décline. Alors que généralement, par exemple, même certains sociologues, hein, par exemple le professeur Durkheim, considérait par exemple que le judaïsme était quasiment un mouvement sectaire, hein, parce que justement il ne se développait pas beaucoup. Tu vois, Ah oui, en fait, c'est clair, c'est il n'y a pas de prosélytisme. Il n'y a pas de prosélytisme, en fait. C'est vrai. Mais pour les Alévis, je pense pas qu'ils aient pas de prosélytisme, mais c'est surtout que c'est davantage lié à quelques tribus, familles, régions, et que ça s'est pas beaucoup étendu pour une raison, parce qu'ils ont été persécutés. Ça, je pense qu'on va être clair. Elle décline parce qu'ils ont été massacrés. Oui, c'est ce que je sais, je suis au courant. Parce que malheureusement, il y a je vais le dire vite, hein, il y a un immense foutoir au Moyen-Orient où à un moment donné, on s'est retrouvé à cultiver, alors que précisément c'était un lieu qui cultivait une immense mosaïque et variété. Et ben, un beau jour, je le fais vite, hein, pardon, hein, un beau jour, à un moment donné, les uns vont commencer à dire qu'il faut massacrer les autres parce que c'est pas les mêmes. Sauf que par contre, le problème, c'est qu'au Moyen-Orient, réellement, le Moyen-Orient, donc ce qu'on appelle tous les territoires de Palestine, Syrie, Liban, Jordanie, Irak, etc., toute cette région-là, il y a une immense mosaïque confessionnelle, culturelle, même linguistique. Et sans parler de l'historique, etc. Et c'est pour ça que c'est le paradoxe pour la personne qui va soulever sur la Lévi, c'est super intéressant. Désolé, hein, je ne veux pas rendre justice sur cette thématique-là, parce que c'est pour ça que j'en revois sur certains bouquins, parce que c'est précieux, parce qu'ils sont pondérés et précis là-dessus. Hamid Bouzassem en parle pas mal, hein, là-dessus, mais c'est d'expliquer que justement, c'est le paradoxe de si ces minorités
où ces compositions religieuses et confessionnelles existent, c'est bien la preuve qu'il y avait vraiment eu une mosaïque tolérante des uns et des autres dans un espace pluriel. D'accord. Et qu'il y a bien eu, effectivement, je pense qu'on peut être clair, des facteurs politiques, très clairement des facteurs politiques, qui ont concouru de manière absolument affreuse et désastreuse à des campagnes littéralement de génocide et d'ethnocide. Génocide, c'est quand tu t'attaques physiquement, et ethnocide, c'est quand tu t'attaques à la culture, tu l'effaces. Et donc, je comprends la sensibilité de dire, c'est pas bien de dire que c'est sectaire, parce que c'est vrai que si on l'entend comme le terme a été utilisé pour justifier et légitimer ce type d'épuration ethnique, oui, c'était pas le but. Moi, je parlais vraiment d'un point de vue strictement technique. Au contraire. Et il y a Soraya Meni, et on va finir là-dessus, qui demande quel livre à conseiller pour approfondir ce passage de l'histoire, s'il te plaît. Lequel ? Je pense, quand tu parlais de... Ali, Alevi et machin. Non, sur les... Avant. Le meilleur, parce que synthétique en français, c'est Reza Aslan, Le Miséricordieux, parce qu'en fait, il refait une synthèse très dense, mais très percutante et efficace d'un point de vue scientifique, parce que c'est un méga historien d'Harvard, de l'histoire de l'islam. Et lui, il dit, il commence du prophète jusqu'à Khomeini, en fait, littéralement. Non, même pas, je crois même jusqu'au 11 septembre, il me semble. Donc, il pousse le truc. Et en fait, c'est très rigoureusement abordé. Vraiment. Sur même les... Oui, parce que, pareil, là, j'ai dit chiisme, mais attention, il y a une immense variété dans le chiisme. Tu vois, c'est d'ailleurs comme pour le sunnisme en vérité. Et d'ailleurs, il n'y a pas que sunnisme et schisme également. On va vous mettre dans le... Elle dit son nom, tu peux le répéter. Oui, Reza, R-E-Z-A, Aslan, A-S-L-A-N. Reza Aslan, et le livre, c'est Le Miséricordieux. Le Miséricordieux, ouais, c'est le titre français, parce que le titre américain, c'est No One God, No One God But God. Ouais, voilà, c'est ça. Ok. C'est le Layla en version anglaise. Donc pour conclure, c'est cet épisode qui était très riche et qui est remonté dans l'histoire. Ouais, quand tu es au Moyen-Orient, t'es obligé. Donc en fait. Là, c'est pas assez. C'est pas assez. Impunité totale d'Israël qui court à la perte de son propre pays. C'est littéralement ça. Ils sont littéralement dans une logique suicidaire. Voilà, qui sont dans une logique suicidaire parce que oui, tu m'avais envoyé quelque chose là-dessus. Et tous les historiens le disent en fait. Mais avant même que ce qui se passe aujourd'hui, avant même cela, tout le monde disait que toute structure politique, tu vois, on n'a pas besoin de qualifier, toute structure politique qui finit à un moment donné par se livrer à un génocide, se voit à la disparition d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire que soit structurellement, soit fondamentalement. Ouais, c'est ça. Donc c'est ça qui est en train de se passer. Maintenant, c'est vrai qu'il faut qu'on regarde les choses avec attention. C'est pas simple. Voir les réactions des autres pays aussi. Exactement, parce que je pense que vous savez tous et tous qu'il y a vraiment une question de géopolitique croisée de dingue. Qu'il y a la question effectivement de la Russie et de la Chine derrière, qu'on vise d'une manière ou d'une autre. Parce qu'il y a aussi, encore une fois, Todd l'explique pas mal, sur les États-Unis qui veulent montrer leur puissance et qui veulent garder leur puissance. Manière de montrer que si tu veux prouver un truc, c'est que si tu veux trop prouver un truc, ça veut dire peut-être que tu l'as pas. Je suis d'accord. Donc c'est bien ça dont il est question. Alors par contre, évidemment, et je sais que c'est affreux parce que c'est malheureusement vrai, ça va pas se calmer. Ça va pas se calmer. C'est des victimes innocentes qui est en train de s'accumuler, ce qui est proprement scandaleux, ce qui nous interpelle. Et c'est pas moi qui dois vous le dire, évidemment vous le savez, tous et tous, mais en fait on les invisibilise et on déshumanise ces populations-là pour franchement le prétexte d'être des Arabes en fait, vraiment. Parce qu'encore une fois, mais si le millionième de ça se produisait dans un pays européen, ça s'appelle l'Ukraine, Et là, là, on a encore les drapeaux devant nos mairies, donc c'est pour vous dire. Et tu vois, je veux dire, je pense que beaucoup l'avaient compris. Quand on riait jaune, c'est le cas de le dire, par rapport à l'Ukraine, parce que on avait du mal à la pousser l'alarme sur ce sujet-là. Donc voilà, maintenant, ça dit que ça maintient et ça confirme ce qu'on disait sur le fait que nous sommes en train de vivre de très profondes recompositions du monde. C'est du monde dont il s'agit. Littéralement. Ouais, c'est pour ça que tu peux pas dire oui, non, mais ça me regarde pas, c'est loin, machin, parce qu'en fait, ça va changer. Ah non, mais vraiment. Parce que ça annonce, comme je vois Fego qui dit dans le chat, c'est le déclin j'ai plutôt l'impression que c'est le déclin de l'Occident au global. Ah oui. Face au Sud global. Ah oui, parfaitement. Tu sais pourquoi ? Parce que, pour ceux qui étaient sur le live hier, parce qu'en fait, il y a une prise de conscience sur le narratif et de se rendre compte qu'en fait, on est bercé au narratif d'un parti, d'un clan, à savoir celui occidental. Et que maintenant, avec les réseaux, etc., on se rend compte que y a une autre perspective.
Et on se dit, ah bah merde, en fait, c'est bizarre, mais en fait, c'est pas nous les gentils. Nous, on croyait qu'on était gentils depuis le début. Exactement. Ça, c'est vrai. Et là, il y a une prise de conscience. Cette rupture dans le narratif est très importante. Très importante. Et j'ai rajouté un truc important. Oui, vas-y. C'est que, effectivement, parce que même certains l'ont soulevé à juste titre, dans les commentaires, que ce soit dans le chat ou même dans les commentaires en général, donc c'est pas forcément des abonnés, c'est le fait que c'est pas forcément mieux la Russie et la Chine comme vainqueurs. Je suis parfaitement d'accord. Et ça, je rejoindrai la remarque d'Amin Malouf, donc membre de l'Académie française, un excellent auteur. C'est de dire que là, actuellement, en plus de cette recomposition, et enfin, moi j'en finis là, parce que ça, c'est vraiment un élément important, essayer de l'avoir en mémoire, et on approfondira avec les lectures ensemble là-dessus. On fera un cercle de lecture, ce sera très drôle. Avec grand plaisir. La grande livrée, mais de nous. On a dit que la principale cause, et Todd la valide, et beaucoup de chercheurs la valident, du déclin américain comme européen, c'est un déclin économique, certes, mais aussi idéologique. L'ennui, c'est que les puissances d'en face, qui pourraient être le bénéficiaire de ce déclin, n'ont pas plus d'outillage idéologique que ça. C'est même, il n'y en a pas. Et ça pose une lourde question parce qu'une humanité ne saurait se subsister sans idéologie, sans pensée. C'est pour ça qu'on s'appelle Homo sapiens. En fait, on a été conçu comme ça, on est programmé pour faire ça. Donc, il va bien falloir qu'il y en ait une. Et là, alors moi, à titre personnel, je trouve ça extrêmement passionnant, mais ça fait presque affreux quand je dis ça parce qu'il y a des gens qui meurent quand même. Mais en même temps, c'est de comprendre que si des gens meurent, c'est parce qu'il n'y a pas une structuration philosophique suffisamment dense et forte pour neutraliser la brutalité de la force. Et elle pourrait venir d'où ? Parce que là, ça serait, faudrait qu'on vive un nouveau siècle des Lumières. Oui, mais donc du coup, il va devoir se déplacer, ce siècle des Lumières. Il ne sera plus à Florence, à Paris, tu vois, ou à Londres. Il va probablement venir du Sud global. Oui, c'est certain. Le plus probable, ça serait de l'Afrique. Le Moyen-Orient, pour l'instant, c'est pour ça qu'il y a trop de conflits pour que ça sorte de là-bas. Et pour le répandre, c'est comme ça. Là, ça va se diffuser. Comme ce qu'on est en train de faire. Oui, mais parce que... Chacun à son niveau. Mais t'as vu, nous, fondamentalement, nous sommes une sorte de produit paradoxal parce que nous sommes issus du Sud global, mais qui avons grandi dans le giron de l'Occident. Et nous avons pu en voir et les fruits et les poisons. Et nous avons pu voir les défauts aussi de Sud global et de nos origines. Et en prenant conscience des deux, c'est-à-dire des deux parties et des deux défauts, déjà, on est déjà dans une sorte de soi observateur, d'une conscience qui permet déjà de problématiser la situation. Tu vois ? C'est-à-dire de voir le problème de l'Orient, tout comme on voit le problème de l'Occident. Rien que ça, c'est trop précieux. C'est extrêmement précieux. C'est vrai. Voilà. Bah, merci beaucoup. En tout cas, c'était trop intéressant de se dire que finalement, on peut peut-être aussi tous faire partie de la solution de cette nouvelle pensée. J'en suis convaincu. Parce que là, la pensée des Lumières, là, il était temps de changer les ampoules. Ah, tu m'étonnes. Et si on peut, voilà, on le fera. En tout cas, merci pour votre soutien. Merci, Dr H. C'est un plaisir. C'est cool de se voir en vrai. Bon, ça change. Hein. Ah non, ça va. Ah ouais, vraiment. On vous rigole, c'est cool, mais. Bah oui. Merci beaucoup à ma chérie Gaël Cagnan à la réalisation. C'est cool aussi quand on a c'est cool aussi quand on a quelqu'un de talentueux qui sait gérer la réal, qui sait faire du setup. Sinon c'est dur. Et qui gère les problèmes. Merci à Mourad aussi pour cette émission, à Mani qui nous a pas trop fait chier et sur le chat vous êtes au top. On se retrouve sur le Discord pour celles et ceux qui veulent continuer la discussion parce qu'il est géré d'une main de maître par tous les modos et aussi notre Apache qui est trop fort. Merci beaucoup d'avoir pris le lead. Merci à ceux qui nous soutiennent sur Tipeee, sur Spotify, sur les plateformes à mettre des 5 étoiles par-ci, des commentaires par-là. Plus vous mettez des commentaires, plus vous likez, plus vous partagez à au moins 2 personnes de votre entourage, voire 3 si vous êtes chaud. Ça nous permet de nous développer. On arrivera peut-être à faire les meilleurs awards en plus, notre fameuse soirée. Hâte de vous voir en vrai. Merci aussi à l'entreprise qui nous soutient, E2TS. Alors, si jamais vous avez besoin d'ingénieurs, voilà, je sais pas si je l'ai bien vendu. Voilà, c'est une entreprise. Tu me diras. Mais en tout cas, merci 1000 fois, Frangin, pour la force que tu nous donnes. Sache que ça reste dans le cœur. Honnêtement, c'est top. Et on espère pouvoir se développer encore plus. Salut à tous. Ciao, ciao.